Bonsoir, 21h, 23h, carte sur table, heureux de vous savoir à nouveau nombreux pour regarder ce programme. Madame, messieurs, c'est mardi. Nous sommes exactement le 9 novembre 2021. Deux thèmes ce soir. Nous allons essayer de surfer avec des questions d'actualité, mais pour élargir davantage, comprendre la régulation des réseaux sociaux. On le dit assez vertement, le gouvernement perd la main au regard d'un certain nombre de faits récents ou relativement lointains. On le sait, les réseaux sociaux au Cameroun ont définitivement un impact assez important sur l'actualité, sur l'information, sur les personnes, sur le quotidien. Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube sont-ils donc devenus de véritables médias depuis la crise sanitaire, mais également au Cameroun, depuis l'élection présidentielle 2018, on voit comme une propension à davantage s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ces plateformes ont pris une part de plus en plus active dans la modération des contenus qu'elles diffusent. Pourquoi ce virage? On va essayer de comprendre. Quelles sont les suites possibles? On va donc en discuter ce soir avec nos panélistes. Je l'ai dit, régulation des réseaux sociaux, le gouvernement perd la main. Et puis en second thème, on va évoquer à sensiblement 1 mois et 2 jours, presque exactement, parce que ce sera le 11 décembre prochain, le renouvellement des dirigeants au niveau de la Fédération camerounaise de football, avec très attendu l'élection d'un nouveau bureau exécutif et notamment du président. Pour l'instant, 4 candidats sont en lice. Jules Denis Onana, Mabouan, Kessak, Emmanuel, Samuel Etofis et le président intérimaire Seydou Bombonjoya sont donc ceux-là qui en ce moment sont les candidats pressentis ou du moins déclarés, annoncés dans cette élection. Mais on observe quand même des mouvements des uns et des autres autour des acteurs politiques, comme si définitivement le football avait quand même cet élan, cet accent, cet talent aussi. On le verra avec nos panélistes ce soir pour comprendre pourquoi est-ce que les politiques se mêlent à ces élections-là. 4 invités pour débattre des questions d'actualité. Un analyste, 3 politiques qui sont autour de la table. D'abord, peut-être on va dire bonsoir au docteur Aristide Bitouga. Bonsoir Aristide. Bonsoir Dipita. Et bonsoir à mes copanélistes. Et plaisir une fois de plus renouvelé de retrouver carte sur table après un bon break. Il fallait effectivement souffler. Vous savez que nous autres acteurs politiques qui aspirons à gouverner ce pays, nous essayons d'être, autant que faire se peut, le plus proche des populations. Et donc le terrain est davantage, moi, mon principal champ d'action. Et les médias, vraiment, je l'ai fait quand la nécessité s'impose et que Armand Okol, qui est le secrétaire national de la communication, me convainc vraiment pendant 2 jours pour y être. Et donc, vous comprenez pourquoi je suis là, parce qu'effectivement, il a beaucoup manœuvré, m'expliquant l'importance qu'il y avait d'être là sur ce plateau au regard de la qualité des thématiques qui seront débattues. Et j'ai pu partir de Yaoundé en milieu de matinée pour être là, pour honorer à cette invitation. Vous comprenez à travers cela le respect et la grande estime que le PCN porte à STV, votre média. Merci infiniment pour cette amitié. Évidemment que vous nous renouvelez sans cesse à la moindre sollicitation. Vous avez toujours su répondre à titre individuel, mais également en tant qu'acteur politique. Je dis également bonsoir de l'autre côté à Brice Diolako. Mon frère Djibita, bonsoir. Bonsoir également à tous mes copanélistes. C'est un plaisir renouvelé d'être une fois de plus ici sur cette table pour débattre des questions d'actualité, pour débattre des questions aussi intéressantes. Donc je voudrais comme ça, par cette occasion, saluer tous les militants du MRC qui sont du côté de Yaoundé. Saluer les militants du MRC qui sont du côté de Bamujou. Là, c'est dans le département des Hauts-Plateaux et particulièrement ceux qui sont du côté de Nialala, c'est à la 3e. Une fois de plus, bonsoir et merci d'avoir invité le MRC pour ce débat intellectuel. Merci également pour cette fidélité à nos programmes, parce que vous également, vous répondez assez gentiment chaque fois que nous avons besoin de vos analyses et expertises. Thierry Roland et Nometam, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Merci également d'être là. Vous êtes parti de Yaoundé, vous êtes en qualité d'analyste ce soir.
très ancré dans les questions de football, les élections de la FECAFOOT, ministère des Sports. Heureux de vous avoir sur ce plateau parce que vous êtes quand même une âme de Yaoundé aussi. C'est moi qui suis heureux d'être convié à votre illustre tribune. C'est la première. J'espère ne pas être la dernière. Vous m'avez invité, j'étais là il y a quelques jours. D'accord. Je suis parti et vous m'avez rappelé, je suis revenu. Et vous savez que pour vous, je suis disponible. Nous avons une longue relation d'amitié depuis plusieurs années qui transcende bien des clivages. Absolument. Je crois que c'est avec un plaisir que je me retrouve aujourd'hui sur ce plateau en compagnie de ces illustres personnalités qui nous encadrent. Et votre présence, évidemment, confirme cette relation assez profonde, intime et amicale qui nous lie. Maître Téguin, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir. J'ai terminé par vous. J'aurais dit, si on était encore en off-record, j'aurais dit aux téléspectateurs que si on a pris 2 ou 3 minutes de retard, c'est parce que vous êtes rentré dans ce studio après 2 ou 3 minutes. Bon, bref, je ne le leur dis pas. Merci d'être là. Merci de l'avoir quand même dit. En tout cas, bonsoir au panel. Bonsoir Dipita, bonsoir au panel. Bonsoir à vos fidèles auditeurs ou téléspectateurs. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. J'espère que nous allons apporter humblement notre modeste contribution au débat public actuellement en cours dans notre pays, en tout cas sur les sujets qui nous intéressent ce soir. On va donc prendre la transition comme il est habituellement fait. Et on vient derrière pour débattre de la première question relative à la régulation des réseaux sociaux au Cameroun. Avant toute chose, je voudrais un peu partager vos expériences en tant qu'observateur. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui regardez les réseaux sociaux, vous qui êtes acteur, qui les commentez, quelle observation faites-vous au Cameroun en termes d'utilisation, en termes de circulation d'informations, en termes de divertissement autour des réseaux sociaux? Comment est-ce que vous les appréhendez dans leur utilisation, dans leur exploitation par les différents acteurs sociaux, politiques, économiques, sportifs et tout? Je commence peut-être avec vous, Brice. Oui, c'est une réalité. Si vous avez constaté, depuis l'avènement, ou alors depuis l'avènement de l'accès à l'Internet, les Camerounais sont jetés un peu comme s'ils n'avaient absolument rien à faire. Mais en ce qui concerne le partage des informations sur les réseaux sociaux, nous observons tous que cet effet a pris un coup très dur parce que les informations sont partagées dans les réseaux sociaux à une vitesse exponentielle. Donc ceci étant, on se rend en évidence que aujourd'hui certains médias sont même régulièrement en retard en ce qui concerne la divulgation de l'information. Comparé aux réseaux sociaux, qui sont entre autres Facebook, WhatsApp et d'autres, d'autant plus que dans ces réseaux sociaux, nous avions encore des groupes de débat, où par moment, certaines personnes n'ont même plus besoin de suivre, ou alors ils ont besoin de suivre les journaux 20h, 20h30, 21h, juste pour avoir plus de détails. Mais en réalité, ils ont déjà eu l'information, ils ont déjà reçu l'information plus tôt. Et aussi, une observation que nous pouvons faire de ces réseaux sociaux, c'est que la plupart, ou alors du moins la majorité de ceux qui passent régulièrement le temps dans ces médias sociaux, comme il convient désormais de les appeler, c'est malheureusement des personnes que le RDPC a jeté en pâture, c'est-à-dire des chômeurs. Et c'est la raison pour laquelle, par moment, moi, Brice Jolako, je décide de définir certains influenceurs, ou alors du moins l'influenceur web comme étant un chômeur qui dispose d'un téléphone Android. Vous voyez qu'en cours de journée, lorsqu'il n'a absolument rien à faire, il se concentre essentiellement au partage des informations. Ils sont régulièrement en quête du buzz, en quête de la rumeur. Ils partagent, même toutefois sans ignorer que la loi encadre le fonctionnement de ces réseaux sociaux. Donc je peux tout simplement dire que c'est malheureux, c'est très malheureux de constater effectivement que les réseaux sociaux sont devenus d'une manière ou d'une autre un champ de divertissement pour les Camerounais, ce qui est régulièrement le contraire dans la création de ces réseaux sociaux. Parce que si vous jetez un regard rétrospectif sur un réseau social comme par exemple Facebook,
lorsque Zuckerberg crée son affaire, c'était juste pour partager les informations entre les étudiants. Ça n'avait pas également une connotation aussi négative que nous observons particulièrement en Afrique au sud du Sahara. Je précise bien en Afrique au sud du Sahara. D'accord. Parce que les statistiques que nous avions menées en 2017, oui, c'était en juin 2017, comparées, c'est-à-dire nous avions mené les statistiques entre l'utilisation des réseaux sociaux en Afrique au sud du Sahara et en Afrique du Nord, c'est-à-dire le Maghreb islamique. Nous nous sommes rendus compte avec ce groupe d'étudiants que je dirigeais qu'en Afrique au sud du Sahara, les réseaux sociaux sont beaucoup plus utilisés dans le divertissement. Et au Maghreb islamique, l'UMA, l'Union du Maghreb islamique, cette communauté-là utilise beaucoup plus les réseaux sociaux à des fins économiques. C'est-à-dire, les utilise pour vendre. C'est la raison pour laquelle le commerce en ligne est beaucoup plus développé de ce côté-là. Contrairement dans notre ère géographique, où on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux pour le divertissement, pour le harcèlement et bien d'autres. Donc voilà d'une manière ou d'une autre, de façon générale, l'observation que je peux faire des réseaux sociaux. Avant de peut-être passer la parole aux autres panélistes, je voudrais partager ces statistiques de chez du Camdem. C'était un analyste, un observateur et analyste justement très pertinent sur l'utilisation des réseaux sociaux au Cameroun. Pour lui, sur les 4,3 millions d'utilisateurs camerounais actifs sur les réseaux sociaux, nous sommes 98,3% à y accéder via les smartphones. Ça représente 1,3% en un an, c'est-à-dire entre 2020 et 2021. Il faut dire que ces statistiques datent de février 2021. Alors, en ce qui concerne le classement des réseaux sociaux utilisés, on a Facebook 4 millions de personnes, Liquid 720 000, Instagram 600 000, Twitter 122 000 personnes qui les utilisent. Alors, ces données révèlent également que sur 28 millions de Camerounais, il y a un taux de pénétration d'Internet de 34%. Et ce qui représente 9,15 millions d'internautes camerounais. Près de 10 millions quand même, hein, que nous sommes sur les réseaux sociaux. Alors, je reprends la même question aux autres panélistes. Thierry, vous à l'observation, que dites-vous de l'usage et de l'utilisation de l'exploitation de ces réseaux sociaux au Cameroun? Écoutez, le premier constat, c'est que les Camerounais utilisent les réseaux sociaux. Vous venez de l'évoquer selon les statistiques. Le deuxième constat, sur la base des statistiques que vous venez de lire, c'est que la proportion des Camerounais qui utilisent les réseaux sociaux est largement inférieure à la proportion des Camerounais qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, et bien même Internet, puisqu'il faut faire la différence entre les réseaux sociaux et Internet. Donc, vous voyez que le taux de pénétration même d'Internet au sein de la population camerounaise n'est que de 34%. Donc, ça veut dire que la plus grande partie des Camerounais n'est pas au courant de ce qui se passe dans ces affaires-là. C'est très important de le relever parce que dans la suite du débat, j'aurai l'occasion de remobiliser à nouveau ces statistiques-là. D'accord. Le deuxième constat que l'on fait, c'est que plus globalement, quand on fait une observation sociologique, n'est-ce pas, de l'utilisation des réseaux sociaux, au Cameroun, peut-être, je le dirais même aussi comme le frère Brice, en Afrique subsaharienne, on constate que, ou du moins en Afrique plus globalement, voire dans le monde, les réseaux sociaux sont utilisés selon le niveau de démocratie et de liberté que concède la société aux citoyens, aux individus sociaux. C'est-à-dire que dans les univers où il y a une certaine démocratie ou un mode de gouvernance, ces univers-là permettent aux internautes ou aux followers de s'exprimer un peu plus que d'autres. Je prends le cas, par exemple, de deux zones dans le continent. La zone maghrébine. Vous savez qu'il y a un type de réseaux sociaux qui ne sont pas utilisés. Il y a des limitations aux usages ou aux fonctionnalités des réseaux sociaux. Tout comme même pour la télévision. Il y a des limitations. Quand on va dans une autre zone qui est celle de l'Afrique subsaharienne, vous constatez qu'il y a un peu plus de liberté, n'est-ce pas, à l'utilisation de ces réseaux sociaux-là. Dans le Cameroun, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de concessions que l'on fait aux utilisateurs des réseaux sociaux, notamment en respect des différentes conventions internationales signées par le Cameroun en la matière. Vous vous souvenez qu'à une époque,
lorsque la crise anglophone était dans son commencement, il y avait eu à un moment donné un moment où le gouvernement avait décidé de suspendre le réseau Internet et l'utilisation des réseaux sociaux dans cette zone du pays-là. Et vous avez vu qu'il avait été identifié que ces réseaux sociaux contribuaient à l'enlisement de la crise, contribuaient, n'est-ce pas, à un certain nombre de perversions très dangereuses dans ces zones-là. Vous avez vu que, également, c'est un certain nombre d'organisations internationales qui avaient rappelé le Cameroun à l'ordre, n'est-ce pas, pour rétablir le réseau. Ce qui a été fait. Le troisième constat général que l'on peut faire... Terminer sur cette première question. Oui, c'est que tous les individus, ou du moins les followers, qu'ils soient individus, qu'ils soient organisations socio-professionnelles, ou alors qu'ils soient de diverses autres catégories sociales, utilisent les réseaux sociaux et Internet pour des buts qu'ils se sont fixés. Les organisations utilisent pour la publicité le marketing. Aujourd'hui, le marketing traditionnel cède de plus en plus la place au marketing digital, à la communication digitale, etc. Les individus qui l'on peut appeler des citizen journalistes, c'est un de vos confrères qui l'aura théorisé ainsi, l'utilisent également dans le sens du relais des informations, même si les informations ne sont pas toujours filtrées. Le troisième groupe, ce sont ces individus-là qui l'utilisent à des fins scientifiques. À des fins scientifiques, et peut-être il y a même un quatrième groupe qui l'utilise simplement à des fins de divertissement pur. Parce qu'on a besoin autant des réseaux sociaux que l'on a besoin des bars, que l'on a besoin des stades, que l'on a besoin des maisons de la culture, parce que cela constitue aussi, et les sociologues l'ont démontré, un moyen, n'est-ce pas, qui permet d'atténuer la pression sociale et la pression... Les mécontents, ils vont pour se défouler aussi. Ça se voit d'ailleurs. Oui, c'est un groupe. C'est un groupe. Donc, on peut, parmi les followers, catégoriser plusieurs... on peut faire plusieurs catégories d'utilisateurs des réseaux sociaux. Donc, chacun y va selon son intérêt et selon son but. Vous comprenez un peu. Les entreprises vont pour atteindre une meilleure cible, une plus grande cible, plus rapidement, avec des coûts modérés. Et les journalistes citoyens l'utilisent, je vais dire, dans les journalistes, il y a les influenceurs, vous avez les cyber-activistes, vous avez d'autres journalistes, même vous-même. Vous utilisez les réseaux sociaux aujourd'hui. STV, pendant que nous sommes ici, n'est-ce pas, relaie l'émission en direct. Parce qu'elle veut atteindre une autre cible qui ne peut pas se retrouver devant les écrans de télévision à la maison pour n'est-ce pas? Donc, écoutez, je vais toucher effectivement la thématique, le gouvernement perd-il la main? Parce que vous dites le gouvernement perd la main. C'est vrai que nous sommes encore à l'entrée. Hein. Oui. Nous sommes encore à l'observation. Je sais que vous brûlez de... Bon, excusez-moi, je vous laisse parler. Le problème, c'est que lorsque vous affichez le thème, c'est comme si rien n'est fait pour encadrer l'utilisation des réseaux sociaux. C'est ça, c'est pour cela que je voulais immédiatement toucher au thème. Mais si vous voulez, pour moi, chaque téléphone est une ouverture sur le monde. Et comme tout le monde a besoin de l'information, puisque c'est la denrée la plus importante, les gens y vont. Parce que, comme vous le savez, ça permet une circulation de l'information à la vitesse égale à celle de la lumière. On parle de 300 000 km par seconde. Donc, je comprends que tout le monde s'y intéresse. Chacun y va selon ses intérêts. Bon, il y en a qui finissent par y trouver un emploi. Ça permet aussi aux chefs d'entreprise, pour la plupart, d'obtenir également en ligne, et le gouvernement l'a fait, des documents fiscaux, sans plus avoir besoin de se déplacer. C'est une économie quand même d'énergie. Ça permet aux gens également d'obtenir des services douaniers un certain nombre d'informations ou alors un certain nombre d'avantages. Donc, c'est un outil de facilitation des relations entre l'administration et ses usagers. C'est un outil également de facilitation, de transmission des informations entre les personnes qui ont l'habitude de collaborer, notamment dans le cadre de leur profession. Et contrairement au digne représentant du MRC sur ce plateau, je vais dire également que c'est un outil qui permet à beaucoup de Camerounais de trouver un emploi. Contrairement à ce que vous pouvez dire, vous parlez de chômeurs. Je pense que
il faut souvent respecter quand même ceux qui utilisent les réseaux sociaux, qualifier ceux qui utilisent les réseaux sociaux de chômeurs. Je trouve que c'est un peu excessif, parce qu'il y en a quand même qui, à partir des réseaux sociaux, parviennent à se frayer un chemin à travers notamment l'économie numérique. Ce sont des données qu'il faut intégrer. Bien maintenant, il faut peut-être encadrer, parce que comme toute chose, ça a son pendant. Toute chose a ses qualités, toute chose a ses défauts. Même un être humain a ses qualités, a des défauts. J'en ai plusieurs d'ailleurs en termes de défauts. Donc je pense que nous devons apprécier les réseaux sociaux à leur juste valeur pour ce qu'ils ont apporté dans le développement des rapports humains, pour ce qu'ils ont apporté dans le développement des rapports économiques, pour ce qu'ils ont apporté notamment dans la crise sanitaire, dans la résolution de la crise sanitaire. Vous savez que si aujourd'hui on a un certain nombre d'informations qui ont permis aux gens d'endiguer la pandémie, c'était parce qu'il y avait effectivement les réseaux sociaux. Donc, c'est un outil important de communication qui permet effectivement à vos téléspectateurs ou alors ceux qui ne peuvent pas suivre cette émission d'être également connectés, ce qui est très important. Ça permet à quelqu'un qui est à Douala d'avoir une information sur, je ne sais pas, New York ou n'importe où, Kousséri. Donc, c'est un outil important qui, effectivement, lorsqu'il est mal utilisé, on peut noter des dérives. Ces dérives, nous souhaitons les endiguer, nous souhaitons travailler pour que, comme disait M. le Président de la République, que chacun ne soit pas un follower passif, pour qu'enfin les outils, ou bien cet outil important de communication, nous permet d'atteindre plutôt ces effets positifs. Aristide. Bon, après toutes ces brillantes analyses, là, j'avoue que lorsque vous me donnez la possibilité de dire quelque chose à la fin comme ça, là, à un moment, on a l'impression de vouloir le dire. Ben, je crois que je vais aller droit au but. Les réseaux sociaux, personne n'y échappe. En termes d'âge, en termes de genre, en termes de génération, tout le monde est plongé là-dedans. C'est-à-dire que c'est des octogénaires que vous retrouvez avec leur téléphone pianotant pour avoir si ou telle information. C'est des moins jeunes, c'est des adultes. Bref, tout le monde se retrouve là-dedans. Et je crois que les collègues de Maître Tegem, s'il y avait même eu assez de substances grises dans leur tête, on aurait même déjà eu une thèse sur les tweets du chef de l'État. Je n'en dirai pas plus. Vous vous souvenez que lorsque un collectif de jeunes ingénieurs brésiliens avait pris en otage son téléphone en 2018, c'est tous les dimanches qu'on célébrait cette victoire du chef de l'État qui utilisait Twitter, utilisait Facebook pour envoyer des messages aux Camerounais. Mais sauf que très vite, il a pris conscience que ce n'était pas de son temps. Et donc vous ne voyez plus ces tweets ni ces posts Facebook qu'on lui attribuait, mais qui n'étaient pas les leurs. C'est également à travers ces réseaux sociaux qu'on nous a préparé d'une certaine manière psychologique à accepter la fraude électorale de 2018, où on a vu tout un ministre et son frère nous servir un faux sondage. Et lorsqu'on avait recoupé les informations, on s'était rendu compte que c'était d'une chambre depuis les États-Unis que ce sondage nous était venu. Et les chiffres qui étaient annoncés dans ce sondage n'étaient pas très loin de ce qui avait été proclamé quelques mois plus tard à la faveur de cette élection 2018. Je crois que c'est des éléments comme ça là que moi je mets en évidence pour chuter maintenant sur quelque chose moi qui est important. C'est quelle est la fonction que nos gouvernants donnent à ces médias et réseaux sociaux. Et vous comprendrez que la fonction première n'est pas d'éduquer les Camerounais, mais d'abrutir les Camerounais. Et ça, je le dis de manière forte parce qu'on a quand même des données qui démontrent à suffire que si vous regardez le taux d'utilisation des réseaux sociaux par les Camerounais et l'impact positif sur les comportements, vous vous rendez très bien vite compte que le gap est très en deçà de ce qui est attendu. C'est-à-dire que vous prenez les comportements en termes de bonnes pratiques citoyennes, vous verrez qu'on n'est pas les premiers en la matière. Vous prenez les bonnes pratiques, comme il a dit, en matière de cette économie du numérique, vous voyez qu'on n'est pas aussi bien classé là-dedans. Vous prenez même le bras qui aurait pu intéresser même la jeunesse camerounaise, qui est pratiquement 70% de notre population. Ce n'est pas également là-bas où les jeunes vont davantage s'abreuver pour avoir accès à la connaissance, pour avoir accès aux ouvrages. Par contre, et ça, c'est une consultation que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec l'UNICEF et l'OMS, qui a démontré que la faible acceptabilité du vaccin au Covid-19 est l'une des conséquences néfastes de ces réseaux sociaux, où aujourd'hui on a un gouvernement qui peine communiquer après communiquer, mais les gens n'adhèrent pas, parce qu'effectivement, le flot d'informations qui avait circulé dans ces médias sociaux avait davantage desservi la cause gouvernementale dans la riposte de la Covid-19. Et ça, je parle d'autorité dans la matière. Donc, moi, je crois que
Et la question centrale permettra qu'on puisse davantage s'appesantir. C'est que lorsque ces choses nous arrivent souvent, ceux qui sont supposés donner le là ne prennent jamais la peine de pouvoir, comme on dit en mathématiques, circonscrire un domaine de définition dans lequel les Camerounais, dans leur grande majorité, s'engouffrent. Il vous a parlé du Maghreb, je peux vous citer la Chine et d'autres pays où il y a des restrictions quand on sait la dangerosité. Et ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'à côté des effets positifs des réseaux sociaux, j'ai envie de dire que la machine en arrière-plan, c'est d'abrutir les populations. Et pas que les populations africaines, je dis que les populations à l'échelle mondiale. Et donc, c'est la responsabilité de l'État à circonscrire ses attentes par rapport à ces médias et également mener en amont des campagnes de sensibilisation des citoyens à l'usage. On verra par la suite l'usage qui est fait de ces médias sociaux et l'actualité récente nous démontre qu'effectivement les Camerounais savent tout faire, sauf bien faire ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est important qu'on en parle parce que c'est du rôle régalien de l'État de s'assurer que ce qui tombe entre les mains des populations, que nous puissions en faire un meilleur usage. C'est dans ces médias sociaux que j'ai découvert des mots comme l'infodémie, qui veut dire l'information à tout vent, que j'ai découvert l'info-obésité, c'est-à-dire une information qui vous déforme. L'infotox. L'infotox. C'est l'infox. L'infect. Mais tout ça, il y a l'infotox, il y a l'infox, l'infect. Tout ça là, c'est dedans qu'on a pu retrouver ces choses. Et je vais chuter. Nous sommes tous témoins que aux encablures de la fin de la présidentielle 2018, le Cameroun a basculé dans une violence qui n'est pas qu'une violence virtuelle, qui n'est pas qu'une violence symbolique. On a vu des Camerounais presque vouloir arriver à en découdre physiquement derrière ces réseaux sociaux mal contrôlés par ce régime. Bon, mais j'avoue que je veux vous lancer, Thierry. Mais j'avoue que je suis un peu... c'est un peu comme un goût d'inachevé. Quand j'écoute chacun de vous, l'observation que vous faites, sachant que l'un des prétextes d'un thème comme celui-ci, c'est évidemment les dérives qu'on peut observer sur les réseaux sociaux, les scènes obscènes qu'on peut regarder, mais très peu, ou alors vous avez flirté assez prudemment sur la question. Vous voulez réagir à nouveau, Thierry? Oui, je veux dire quelque chose, il faut faire très attention au procès que l'on fait aux réseaux sociaux. Je vous ai dit, chacun des followers ou chacun des utilisateurs des réseaux sociaux l'utilise selon son but. Si je parle des partis politiques qui sont plus nombreux sur le plateau, l'observation que j'ai faite en tant que sociologue de la dernière élection présidentielle, c'est qu'un parti politique comme le PCRN du docteur Bitouga, qui semble ne pas apprécier les réseaux sociaux aujourd'hui, aura été porté par les réseaux sociaux. Je dis que le degré de percussion du PCRN, du président Cabral Libi, n'est-ce pas, et même des autres qui auront été élus après lors des scrutins couplés municipaux et législatifs. À l'époque, il était avec Univers. Non, mais c'est la dynamique. C'est la dynamique globale. C'est la même chose. La dynamique globale. Je vous le jure. Il y a des Camerounais qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'univers. Il y a très peu de Camerounais qui suivent les débats. C'est-à-dire que comme nous sommes réunis ici, il y a peu de Camerounais qui suivent ça. Mais il y a des Camerounais qui ont connu M. Cabral Libi, qui ont connu le PCRN et la percussion qui aurait été celle de ce candidat et de son organisation politique l'a été grâce aux réseaux sociaux. Et cela, partant du PCRN, on peut parler de l'exemple du MRC. On peut parler de l'exemple du RDPC aussi, qui a pris le courant en main. Et je dois vous dire que l'utilisation, et Maître le disait tout à l'heure, aujourd'hui c'est un instrument pour l'administration, un instrument pertinent qu'a mobilisé l'administration publique camerounaise, le gouvernement de la République, dans son action publique. En ce sens que lors d'un conseil de cabinet, le Premier ministre Yann Philémon a recommandé et instruit à tous les membres du gouvernement, à tous les départements ministériels, n'est-ce pas, d'aller dans les réseaux sociaux. Il aura recommandé aux chefs des départements ministériels et aux institutions de créer des pages dans les réseaux sociaux et sur Internet. Il a été Premier ministre en janvier 2019. Le Premier ministre Yann. Oh oui, c'était jusqu'en janvier 2019. Jusqu'en janvier 2019. Je vais me souvenir tout à l'heure du conseil de cabinet Songi, mais on peut aisément retrouver le communiqué sanctionnant justement ces travaux-là. Donc c'est très pertinent et même le président de la République a vu, vous savez que jusqu'à une certaine période, il n'était pas
dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il dispose de pages officielles, de pages certifiées, où il atteint un certain nombre de cibles. Et si vous partez, puisqu'on parle des élections, puisque j'ai évoqué le cas d'élection, il aura annoncé sa candidature l'an dernier, lors de la dernière élection présidentielle, par les réseaux sociaux. Et vous avez vu la séduction qu'aura eue auprès de l'opinion, auprès des potentiels électeurs, n'est-ce pas, cette nouvelle façon de faire là. Donc, comme je le dis, docteur, tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Vous voyez qu'aujourd'hui, partant des réseaux sociaux, on parle d'Internet. Aujourd'hui, la crise du Covid-19 a permis, n'est-ce pas, une meilleure croissance et davantage une meilleure perception par un certain nombre d'entités et de catégories sociales de l'importance de l'Internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on fait des cours sur Zoom. Aujourd'hui, c'est le téléenseignement qui est conseillé. Aujourd'hui, c'est le télétravail qui est conseillé par le biais de ces réseaux sociaux-là. Le marketing, n'est-ce pas, qui se faisait, la communication qui se faisait, n'est-ce pas, de façon physique et autre, c'est déporté sur le digital. Oui, mais... On ne peut plus, à l'ère de la modernité, à l'heure de la révolution numérique, aller ou vaguer à contre-courant. On est obligé de faire avec les réseaux sociaux aujourd'hui. N'empêche que... Mais, comme on le dit sur le plan de la... Parce que l'un des sous-entendus de cette thématique, c'est que nous devons questionner peut-être les modalités de régulation et de contrôle des différents comportements numériques. Dans votre analyse, dans ce mot j'ai fait dire le docteur, on est quand même également assoiffé de voir de temps en temps le gouvernement prendre ses responsabilités. Et là, j'interpelle davantage Brice. Lorsqu'il y a des dérives qu'on constate, je veux dire qu'il y a souvent des messages, des posts, des éléments sur les réseaux sociaux qui interpellent quand même, évidemment, toute proportion gardée, puisque nous sommes dans un environnement de liberté. Je vois Maître sourire, puisque le gouvernement a opté depuis 1990 pour les libertés publiques, les libertés fondamentales. Mais je veux dire que les réseaux sociaux ont quand même besoin de régulation. La loi, elle existe, mais on n'a pas souvent le sentiment de voir la machine mise en branle, Brice, lorsqu'il y a des dérives. Oui, d'une part, je pourrais répondre par l'affirmatif. Mais d'autre part, je voudrais d'abord que nous prenions un peu cette situation de façon technique. D'accord. Vous voyez, nous sommes dans un état où l'expression des libertés n'est réellement pas consentie, du moins ce n'est pas garanti par l'ordre gouvernant. Et du coup, si je voudrais encore revenir dans le cas des élections présidentielles 2018, comme mon copain vient tantôt de dire, vous vous rendez compte que pour qu'un parti politique mobilise les militants à l'effet de vendre son projet politique, c'était très compliqué. Nous, de l'opposition, nous avions été systématiquement traqués. Il n'était pas possible pour le MRC d'encadrer les militants, de les former à l'effet au moins de surveiller les élections. Alors du coup, sur ce prisme-là, les Camerounais découvrent les réseaux sociaux et font de cet espace un espace d'expression. Ça veut dire ils se promènent là, mais ils savent qu'en réalité, s'ils organisent une manifestation en Lokoti, ça n'aura pas lieu parce que les Mami Ouattara viendront. Alors le seul espace qui leur est réservé, c'est tout simplement Facebook et autres. Ça, c'est d'une part. Maintenant, d'autre part, lorsque vous posez un problème en aval, oui, on peut dire que le gouvernement ne prend pas encore la mesure, ou alors on peut réprimer certaines personnes qui manifestent des messages aussi violents dans les réseaux sociaux. Mais le problème n'est pas en aval, le problème est en amont. Comment est-ce que vous devez contrôler des personnes qui n'ont pas d'emploi? C'est le réel problème. Comment est-ce que vous allez contrôler une personne qui passe tout son temps sur Facebook parce qu'il n'a pas d'emploi, parce qu'il n'est pas occupé? Moi, je peux encore ici revenir sur un fait. Moi particulièrement, par exemple, il est difficile de me retrouver sur Facebook ou WhatsApp avant 20h. Ce n'est pas possible, puisque je vaque à mes occupations. Et aux environs de 19h et 20h, je suis à la maison. Ce qui me reste, c'est de manger, c'est prendre un bain, manger et puis débattre dans nos forats, que nous avions les forats intellectuels, et puis dormir. Mais combien de Camerounais
peuvent en faire. Ils sont tellement peu. Donc le problème, c'est que quoi? Si le gouvernement parvenait, au lieu de sortir un arsenal juridique pour réprimer des dérives dans les réseaux sociaux, ils auraient d'abord dû résoudre un problème en amont. C'est-à-dire voir dans quelle mesure les Camerounais doivent être occupés. Voir dans quelle mesure bien former les Camerounais en avance. Leur offrir l'emploi. Là, le seul moyen de contenir les Camerounais est celui-là. Maintenant, lorsque vous parlez de l'arsenal juridique, il y a également une loi sur la cybercriminalité, cyberespace et bien d'autres que le gouvernement a fait voter. Cybersécurité, cybercriminalité. 21 décembre 2010. Exactement, 2010. Mais il ne suffit pas tout simplement d'appliquer la loi. Parce que la loi, elle est bien, elle est dure, c'est la loi. Mais rappelons également à nos téléspectateurs que le droit est fait pour réguler la société. Le droit est fait également pour ramener des personnes à se conformer à certaines règles pour qu'on n'ait pas de dérives de gauche et à droite. Mais le réel problème qui réside à ce niveau, c'est aussi de l'application de cette loi. Parce que nous avions une loi appliquée à géométrie variable. Je voudrais prendre un cas. Lorsque nous débattons ici, on a un problème, l'affaire de la lion indomptable que nous avions tous découvert dans les réseaux sociaux en filigrane, d'une manière ou d'une autre. Mais rappelez-vous également qu'il y a un Camerounais, je ne sais pas comment l'appeler, un ou alors une Camerounaise qui avait été soupçonnée de pratique d'homosexualité et qui s'est retrouvée à la prison de Neubel, où il a fait pratiquement 6 mois. Mais jusqu'aujourd'hui, cette loi-là avait été appliquée à ce Camerounais ou alors cette Camerounaise. Mais jusqu'aujourd'hui, la lion indomptable, elle est libre, elle n'a pas de problème. Donc le problème également se pose au niveau de l'application de la loi. Nous avions un gouvernement qui applique la loi à géométrie variable. C'est-à-dire, si vous êtes proche de l'opposition, alors vous appliquez la loi. Si vous êtes proche du pouvoir, alors la loi, vous êtes carrément exempt de tout reproche. Mais ce qu'on puisse dire pour chuter sur ce paragraphe, c'est que lorsqu'il y a une loi, il faille à tout prix l'appliquer, sans distinction de race, sans catégorie sociale. Parce que la bonne application de la loi également donne un message fort à tous les autres contrevenants. D'accord. Si aujourd'hui, vous avez vu le cas de l'un de vos collègues que je ne voudrais pas citer ici, comment son affaire est allée de façon exponentielle. À moins d'un mois, il s'est retrouvé entre les mains de la justice. Mais vous comprenez bien la personne de qui il s'agit. Pour des mêmes problèmes, c'est-à-dire pour des questions de mœurs, il s'est retrouvé comme ça, en prison. Mais aujourd'hui, voilà encore une Camerounaise qui revient encore sur les réseaux sociaux avec les problèmes, mais qui n'est pas inquiété. Donc il faut tout simplement appliquer la loi et de façon équitable. Justement, cette question d'encadrement, de régulation. Non, peut-être rassurer le sociologue que l'angle sur lequel moi j'ai abordé le sujet n'est pas celui de célébrer le train qui arrive à l'heure. C'est l'avantage, moi, le train qui n'arrive pas à l'heure, parce que je vous ai dit, personne n'échappe aux réseaux sociaux. Et donc, la pertinence des réseaux sociaux n'est plus en principe l'objet du débat, mais c'est effectivement garantir la bonne utilisation de ce que nous avons aujourd'hui comme gadget de la mondialisation, parce que ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux et autres-là, c'est la mondialisation qui nous l'impose. Et donc, conscient des dérives que ces choses véhiculent-là, il est important, même dans le cadre de la préservation des libertés publiques, de pouvoir encadrer, parce que à la fin, s'il y a des dégâts sociaux, celui qui est la personne qu'on va présenter comme responsable, ce n'est plus le citoyen qui utilise son téléphone. C'est les gouvernants qui seront responsables parce qu'on va dire « Ah, on aurait pu protéger, on aurait pu éviter que cela n'arrive ». Parlant de l'effet des réseaux sociaux, notamment sur le candidat Cabral Libye, c'est également aussi ça qu'il faut mentionner avec les réseaux sociaux. C'est l'effet de grossissement qui parfois la réalité endort les vrais acteurs politiques. Parce que les 34% que vous évoquez là, ça c'est l'accès Internet. Mais quand vous allez prendre la proportion des Camerounais qui est actif sur les réseaux sociaux, c'est encore plus faible. Et moi je le dis parce que parfois une information qui est grossie à Yaoundé, vous sortez de Yaoundé, vous arrivez au Bala. Personne ne connaît cette information. Et donc celui qui fonde son activité politique sur les réseaux sociaux, il n'a que ses yeux à pleurer le jour de l'élection quand le gars se rend compte qu'il arrive dans un bureau de vote. Vous connaissez tel on dit que c'est qui? Vous connaissez tel on dit que c'est qui? Il était populaire sur sa page. Le gars était populaire sur sa page Facebook. Et parfois, c'est le bonhomme qui il invite donc ses militants de Facebook à se retrouver en de côté avec. Il n'y a que 20 personnes.
Parce que entre les 8 millions de followers sur Facebook... Le disant, vous pensez à qui? Non, à personne. J'ai parlé d'un cas, on est dans le débat intellectuel. J'ai dit, il y a parfois des acteurs politiques et même des acteurs de la société civile qui se disent que quand le gars publie un truc, après 2 heures, il y a 8 millions de commentaires. Il se dit que le lendemain, il peut venir casser une statuette, il aura 8 millions de personnes derrière lui. Sauf qu'il se rend compte que entre ce que les réseaux sociaux nous présentent et la réalité, le fossé est bien grand. Et c'est pour ça que je vous dis d'entrée de jeu que nous autres ayant compris cet effet de grossissement, je m'active le plus sur le terrain, Dipita. Je suis l'un des rares acteurs politiques qui adorent les plateaux de télé. Parce que dès que j'ai fini de parler comme ça, là, demain, je vous assure, chez moi à Bipindi, ils n'ont pas regardé cette émission. Mais le week-end, je dois être là-bas, à faire les tours des villages pour être sûr, effectivement, que le message de Cabral est arrivé au niveau de ces populations. Et ça, c'est important qu'on puisse le relever. Moi, je m'adresse à Maître. Il ne faut pas avoir peur, Maître, de protéger les populations. Et c'est ça le problème de ce gouvernement. C'est-à-dire que parfois, on est devant des choix cornéliens, on se dit, oui, il y a la démocratie, oui, il faut la liberté d'expression et un certain nombre de choses. Sauf que ça vit donc souvent très rapidement au libertinage. Et ça, on ne peut pas se taire. Regardez combien de fois le Premier ministre a interpellé ses collaborateurs sur la publication des documents, parfois frappés du sceau confidentiel dans les réseaux sociaux. Ou un document encore dans le cabinet du ministre. Ce qu'on présente aujourd'hui comme les influenceurs web. Quelqu'un est en Allemagne, il vous a déjà publié un document qui est encore dans le cabinet du ministre et qui trouve les collaborateurs du ministre dans le ministère sur le téléphone. Combien de ces personnes responsables de ces fuites des documents confidentiels ont été sanctionnés dans ce pays? De mémoire, je n'en connais pas. Et donc, on a donc cette situation d'anomie, Dipita, où puisqu'on ne frappe jamais, ça fait donc le lit donc à toutes ces dérives. Et lorsque maintenant l'État veut frapper, on se rend compte que les personnes à frapper sont tellement importantes et l'État est obligé de reculer. Or, conscient de ce qui arrive devant nous, parce que les vidéos que nous avons vues cette semaine, il vaut mieux le dire comme ça, là, nous en aurons encore en cascade. Et si vous voyez comment Facebook fonctionne, quand vous envoyez une vidéo sur Facebook, on vous envoie le message qui vous dit « La vidéo est en cours de traitement ». Et si la vidéo ne correspond pas à l'éthique de Facebook, la vidéo n'est pas publiée. Si même par mégarde votre message est passé, il vous signale d'abord pour vous dire que ne refaites plus ce genre de choses. Si vous persistez, c'est 2 semaines, parfois 1 mois, parfois 6 mois, vous êtes suspendu. Et donc, si Facebook peut le faire, lui qui est à 1000 lieues du Cameroun, nous aussi en interne, et ça peut être ça le rôle de l'Antique, je crois, l'Antique et d'autres acteurs institutionnels qui doivent pouvoir veiller sur les populations. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, nous autres qui sommes sur le plateau, nous avons un certain éveil pour pouvoir trier. Mais dites-vous aujourd'hui que ces réseaux sociaux, ils vont jusqu'à l'école primaire. Moi, je prends le cas de mes enfants. L'école leur impose des tablettes avec tous ces réseaux sociaux qui filent là-dedans. C'est vrai qu'on nous a appris ce qu'ils appellent le contrôle parental. Ça marche à leur niveau. Mais pour ceux qui sont au secondaire, ceux qui sont à l'enseignement supérieur, qui sont les proies vulnérables de ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je reste convaincu que ces réseaux sont bons, mais il faut que l'État soit davantage protecteur des citoyens, parce que lorsque la digue s'est cassée, on ne peut que contenir, mais les dégâts sont déjà là. Maître Guem, l'État est-il dans l'ambiguïté, liberté publique, régulation, sanction, face à certains usages pas toujours agréables que l'on observe sur les réseaux sociaux? Je veux dire, est-ce que c'est un dilemme pour l'État, pour le gouvernement davantage? Moi, je pense que... je ne comprends pas justement les panélistes. Lorsque vous dites l'État, pour vous, l'État, c'est qui? C'est nous tous. C'est pour ça que j'ai posé le gouvernement tout à l'heure. C'est pourquoi... Oui, effectivement, vous posez le problème en indexant le gouvernement, mais nous sommes dans un système responsabilisant. En réalité, c'est de cela qu'il est question. Le RDPC au gouvernement, c'est la responsabilisation de chaque Camerounais. C'est une approche participative. C'est pourquoi on travaille plus dans la formation, la sensibilisation. Mais qui c'est les magistrats, c'est les juges qui sont commis à ces fonctions. C'est les ministres qui doivent sanctionner les collaborateurs indélicats qui peuvent publier des documents. Ce n'est pas nous à ce niveau, maître. Le magistrat, ce n'est pas le RDPC.
c'est la justice camerounaise. C'est notre justice à nous tous. Et si vous m'aviez laissé développer, vous aurez compris pourquoi j'ai dit que c'est un système responsabilisant. Ce que je voudrais faire observer, M. Dipita, c'est que remarquez bien comment cela fonctionne chez nous. Chez nous, ça commence toujours par une étape de sensibilisation, de formation, y compris le chef de l'État. Lorsqu'il dit ne soyez pas les followers passifs, c'est pour éduquer, former les masses. Ça commence par là. Ensuite, lorsqu'il y a une technologie nouvelle qui arrive, on met en place une loi. Parce que vous savez, en matière pénale, vous ne pouvez pas sanctionner quelqu'un lorsqu'il n'y a pas de texte qui prévoit la sanction. On met la loi de 2010, cybersécurité, cybercriminalité, et dans la loi, on responsabilise même les personnes morales. Donc, on met en place un ensemble de structures et on donne les moyens aux citoyens d'aider l'État à procéder au contrôle. Lorsque vous plaignez, vous parlez des images sur les réseaux. Qui d'entre vous a déposé, a dénoncé ces images-là au procureur de la République? Alors que le Code de procédure pénale prévoit que lorsque vous n'êtes pas la victime directe, vous pouvez dénoncer en tant que tiers. C'est-à-dire, vous dites, bon voilà, il y a telle image, vous dénoncez, vous dénoncez. La loi ne prévoit pas cela. La loi dit sur dénonciation ou sur plainte. Sauf que les journalistes ont procédé de la sorte et ont retrouvé ces voleurs-là que vous connaissez mieux que moi, maître Nounagué dehors. Je peux citer toute la journée et vous dire que les populations ont parfois pris cette voie que vous proposez là, mais ça n'a pas fait. Non, faites attention. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que les populations disent que quelqu'un est délinquant qu'il l'est. Non, je vous dis qu'on peut se saisir pour dénoncer. Sauf qu'il y a souvent eu des actes de dénonciation avec des faits même avérés et on vous a dit. Oh, la présomption d'innocence est montée. Mais c'est vous, excusez-moi, c'est là où le problème. C'est pour ça que je vous dis c'est un problème. C'est pourquoi c'est très difficile. Je parle d'approche responsabilisante. Il faut déjà bien connaître le fonctionnement du système juridique ou judiciaire. Ce n'est pas parce que vous avez vu quelqu'un en train de commettre un acte délictueux qu'il est coupable. Il y a les règles du procès équitable. Il y a des conventions que le Cameroun a ratifiées. C'est-à-dire que des instruments internationaux que nous avons le devoir de respecter. C'est-à-dire les droits de la défense, le débat contradictoire. Et à l'occasion du procès, il vient et vous dit, voilà cette image, voilà. Il se défend. Et en fonction des éléments qu'il produit, le juge aura une décision. Ce que je voulais dire quand je parle d'approche responsabilisante, c'est dire que n'allez pas toujours chercher le gouvernement. Moi, je pense que chacun d'entre nous, lorsqu'il y a quelque chose qui le choque, il faut qu'il vienne avec, sur un plateau comme celui-ci, dit, bon voilà, je l'ai dénoncé, et il n'y a pas de suite. Là-dessus même encore, je vais dire, entre le jour et les images aujourd'hui, ce serait encore un peu prématuré parce que, contrairement à ce que vous disiez tantôt, moi je connais un cas où le personnel dans une mairie, le maire a pris une décision. Et la décision s'est retrouvée sur les réseaux. Le maire a sanctionné son personnel parce qu'il a été au courant de ce qu'il s'est dit. Ça ne peut être parti que de mon secrétariat. Il y a quelqu'un qui a dit non, j'ai filmé, j'ai envoyé à mon collègue tel et il a sanctionné toutes les personnes qui agissaient dans la chaîne. Donc, moi je pense que très souvent, on parle un peu vite, sans voir tout ce qui est fait. Et le gouvernement de la République n'a même pas une culture de la sanction, non. Au Cameroun, on préfère former, on préfère éduquer. Il vous souvient qu'en 1999, je parle peut-être sous le contrôle de l'ancien président de la COF-SCOL du lycée Leclerc, le président de la République était au lycée Leclerc, pour inaugurer, c'était la première salle informatique, il s'y est rendu. Et il a bien éduqué les enfants en leur disant, cet outil que l'on vous donne, c'est pour vous permettre d'être up-to-date, c'est-à-dire d'adapter votre culture, votre formation à l'évolution technologique. Et si vous observez bien, entre ce jour-là et le jour où les ordinateurs étaient offerts aux étudiants, c'était presque la même génération qui était finissante, qui rentrait. On a mis en place le système d'approche par compétences technologiques et professionnelles à l'université. Donc, on a formé les masses, on a formé les étudiants, on les a capacités en leur donnant les moyens de pouvoir réagir en fonction des informations qu'ils reçoivent à l'aide des réseaux sociaux. Et ne voyez pas toujours dans tout un effet répressif, parce que le gouvernement n'est pas dans une approche répressive, non. Le monde a évolué, et le gouvernement est très souvent obligé de lâcher du lest. Mais entre la répression et l'encadrement, maître, on encadre... chez vous, c'est le synonyme. Non, excusez-moi. Encadrer veut dire qu'on met en place les paravents pour éviter les débordements. Maintenant, si vous, à chaque débordement, vous voulez systématiquement réprimer, c'est un problème qui naît. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà éduquer les masses. C'est pourquoi je vous dis que c'est un système responsabilisant, un système participatif. Responsabilisant, c'est quoi? C'est qu'on met chaque citoyen devant ses responsabilités en disant il vous appartient à chacun d'entre vous d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice, à la formation des Camerounais à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est par là que ça commence. Si les gens ne sont pas sensibilisés, si les gens ne sont pas outillés,
vous aurez des difficultés à mettre en place une structure viable. Et vous avez tout à l'heure, je ne sais pas qui a évoqué tout à l'heure la crise anglophone, en parlant de l'enlisement de la crise anglophone grâce aux réseaux sociaux. Vous avez vu que le gouvernement a pris une mesure qui était très dure, c'est-à-dire on a décidé de couper les 2 zones en crise parce qu'il y avait une réunion le 30 mai 2016, 30 décembre 2016 à Bamenda, où le gouvernement, certains membres du gouvernement réunis avaient presque trouvé un accord. Alors, une image est venue, on ne sait pas d'où, et a informé les leaders syndicaux qui étaient en réunion que voilà, on vous a corrompu, on a pris l'argent, et ils sont revenus et dit qu'ils n'étaient plus d'accord sur rien. Donc, il y a des choses comme ça, et c'est des pratiques qui sont regrettables, qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie, en continuant de capaciter les masses, en continuant d'informer, de sensibiliser. C'est votre rôle aussi, vous les politiques. Parce que quand vous dites que vous avez Bipindi, quand vous y arrivez, dites aux gens que faites attention à ces réseaux. C'est des outils qui ont un effet très positif, mais c'est aussi un outil qui peut créer d'énormes problèmes sur la formation, l'éducation, l'évolution positive de la société. Oui, contrairement à ce que Maître venait tantôt de dire, je voudrais relever 2 cas particulièrement. Le cas, par exemple, du Maroc et le cas de l'Algérie. Il faut d'abord avouer ici sur le plateau que c'est le gouvernement de la République qui accepte la pénétration d'un réseau social dans un pays. Exact. Pour ça, il faut d'abord être clair. Et les fonctionnalités qui vont avec. Et les fonctionnalités qui vont avec. 5 sur 5. Et les fonctionnalités qui vont avec. C'est le gouvernement de la République qui crée l'espace d'expression des réseaux sociaux. Je vais prendre l'exemple, le cas du Maroc. Au Maroc, si vous êtes un jeune âgé de moins de 21 ans, où vous voulez balancer une image liée au Sahara occidental, sur Facebook, ça ne passe pas. Là, c'est clos. Dans le cas de l'Algérie, si vous voulez balancer une image liée au Kabylie, ça ne passe pas. Ce sont déjà des zones ciblées par ces 2 pays comme étant des zones extrêmement dangereuses où l'accès, voilà, compte tenu du contexte conflictuel qui existe entre les 2 parties des 2 pays, alors le gouvernement met un espace extrêmement réduit. En 2017, lorsqu'on a pendant un moment supprimé Internet. Bien sûr. Exactement. Donc, on l'a vu aussi avec Boko Haram. Voilà. Lorsqu'à un moment donné... c'est ça. Donc, vous comprenez que si on voudrait prendre l'exemple sur ces 2 parties des 2 pays, alors le gouvernement de ces 2 pays a effectivement défini un cadre d'expression dans les réseaux sociaux. Et du coup, certaines informations qui viennent de certaines parties du pays ne peuvent pas être partagées partout dans le pays, de peur, parce qu'ils ont constaté que le partage de ces informations, les victoires des mouvements politico-militaires, facilitent le recrutement. Donc du coup, ces informations sont balancées comme ça et mettent facilement le gouvernement dos au mur. Maintenant, lorsque Maître parle d'une affaire participative, d'une sensibilisation participative, d'une formation participative, je voudrais dire non. Véritable cadre, ou alors les véritables responsabilités reviennent à l'État, il faut d'abord l'avouer. Pourquoi ? Parce que lorsque vous acceptez la pénétration d'Internet chez vous, vous devez définir le cadre. Et il n'est plus facile de contrôler, et il est même difficile pour le gouvernement de contrôler, dans la mesure où ce gouvernement utilise lui-même ses réseaux sociaux pour des fins d'abrutissement, comme le collègue venait tantôt de dire. Ça voudrait dire quoi? La technique du gouvernement consiste effectivement à vous détacher de la réalité et de vous enchaîner sur des inutilités. Moi, je peux encore vous dire ça. Parce que lorsque vous avez constaté le cas des 180 milliards détournés, des 180 milliards alloués au Covid, directement, il y a une affaire de sang caleçon qui est apparue comme ça dans les réseaux sociaux. Et du coup, les Camerounais, certains Camerounais étant tellement abrutis, au lieu de se concentrer sur la réalité, se concentrent effectivement sur les inutilités. Donc, et ça favorise le gouvernement. Ça les favorise dans leur façon de gouverner. Et je peux encore avancer. L'affaire qui s'est passée l'autre jour, vous avez compris que tout le monde demandait le respect. Qu'est-ce qui se passe dans la FECAFOOT? Il faut à tout prix mettre de l'ordre là-bas. Et directement, une affaire se passe. Vous constatez une démission 48 heures, je veux dire moins de 48 heures avant cette affaire de FECAFOOT. Donc vous comprenez qu'il s'agit là d'une technique bien conçue par le gouvernement, bien opérationnalisée par le gouvernement à travers certains agents qui sont même cachés au sein de la population. Donc la forte responsabilité revient au gouvernement de définir le cadre,
de définir une législation pour encadrer le cadre et non aux citoyens lambda. Je préfère déployer ces citoyens par rapport à ce qu'on vit dans les réseaux sociaux. Donc que le gouvernement fasse son travail. Vous allez ajouter Thierry Roland, mais je suggère qu'on a déjà dans les propositions de sortir pour ce thème. Comment mieux encadrer? Comment fluidifier la régulation? Comment limiter ces échanges, ces postes auxquels ces dérives auxquelles nous sommes exposés à travers les réseaux sociaux? Écoutez, moi je suis d'accord avec Maître que le dispositif juridique de contrôle social des comportements numériques des citoyens au Cameroun est pertinent, il est disponible. Je ne pense pas qu'il y ait mieux. Cameroun, sur le plan national, a déjà un certain nombre de lois et de règlements qui permettent de pouvoir encadrer ces comportements, de pouvoir prévenir... Tu ne m'as jamais rien refusé. Oui. Les lois dont Maître évoquait abordent deux questions phares. La cybersécurité et la cybercriminalité. Sauf que c'est un cran très élevé par rapport aux dérives sur lesquelles nous débattons aujourd'hui. Qui, elles sont concernées par quelle loi? Comme dérive. Citez-moi une code. Justement, voilà. Parce que écoutez, la loi dont vous faites état, oui, elle ne vient que compléter les dispositions du code pénal. Déjà disponibles. Il y a déjà un corpus légal qui existe à travers le code pénal. Maintenant, comme il est insuffisant, on prend une loi, si vous voulez, qui a des mesures complémentaires. C'est-à-dire qu'un cyberactiviste qui diffuse à longueur de journée des fausses informations sur Facebook, qu'est-ce que la loi dit? Non, mais article 240. Propagation. Diffamation et propagation de fausses nouvelles. C'est ça. C'est disponible. Il y a les dispositions dans le code pénal. Il faut y ajouter l'article 114. Parce qu'il faut aussi l'élément intentionnel. Voilà, vous comprenez que... parce que je le dis parce qu'un ministre m'a dit une fois, la loi quand elle avait été pensée n'avait pas encore pris en compte les réseaux sociaux et donc tout ce qui se fait là-bas échappe sous le contrôle de la législation. Je parle bien d'un ministre. Non, je vais vous faire quand même une petite observation et puis ça il faut le noter. C'est que lorsqu'il y a une loi nouvelle comme celle-là, ou alors lorsqu'il y a une technologie nouvelle, il faut déjà capaciter même les personnes. Exactement. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'à l'ENAM, il y a eu des séminaires il y a quelques jours. Il y a des séminaires qui se font entre les magistrats et les officiers de police judiciaire parce qu'il faut les capaciter également pour combattre. S'ils ne savent pas comment travailler, ils ne pourront pas réussir à démêler les chevaux. Donc c'est pour cela que je vous dis encore une fois, nous comptons sur une approche plus participative et responsabilisante en permettant aux Camerounais d'abord entre eux d'utiliser cet outil avec beaucoup de mesures. Okay. Comprenez donc que l'échange entre Maître et M. Bitoga me permet d'être conforté dans ma position, que les lois et règlements existent pour le contrôle social. Peut-être, je suis d'accord avec Brice, qu'il faut accentuer, n'est-ce pas, le contrôle social et les sanctions négatives au comportement, n'est-ce pas, déviant et délinquant. Oui. Mais aussi, il ne faut pas oublier, Brice, que les sanctions, ça ne se prend pas à la télévision. Il faudrait aussi que vous alliez dans les tribunaux et dans les commissariats faire les statistiques des personnes qui au quotidien, n'est-ce pas, sont condamnées, sont frappées par la loi et par la justice camerounaise pour les faits de déviance et de délinquance commis sur le numérique ou dans le numérique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... 2 secondes de votre temps, parce que j'ai essayé, lorsque je préparais également une émission dans une chaîne de télévision, Sœur, j'ai essayé, je suis passé presque environ à 4 commissariats. La question qu'il me posait régulièrement, c'est que qui a porté plainte? Oui, c'est là, mais qui a porté plainte? Ça, c'est la question qui est revenue régulièrement. C'est-à-dire quoi? Si vous ne portez pas plainte, le juge ou alors le magistrat ne peut pas se saisir du dossier. C'est là maintenant où il y a un vide juridique, mais ça veut dire que vous l'aviez fait de façon exprès. Brice, peut-être que vous ne m'avez pas compris. Ce que je dis, c'est qu'il faut aller regarder dans les décisions de justice rendues dans les différentes juridictions du Cameroun, les condamnations ou alors les procès, n'est-ce pas, ou tout au moins même dans les commissariats de la République du Cameroun, les gendarmeries, les proportions, n'est-ce pas, des actes réprimés par la justice camerounaise pendant une période donnée, n'est-ce pas? C'est pas faible. Parce que tout à l'heure, ce que vous ne croyez pas, l'échange entre M. Bitoga et Maître nous a permis de comprendre, n'est-ce pas? Que les faits de diffamation
et de propagation de fausses nouvelles, c'est de la cybercriminalité. C'est ça. Aujourd'hui, ce qu'il y a le plus à réprimer dans les réseaux sociaux, c'est la propagation de fausses nouvelles, c'est la cybercriminalité, c'est la diffusion des documents confidentiels. Comprenez un peu. Ça, c'est de la cybercriminalité. Y a-t-il une cellule qui contrôle tout ce qui est il y a une chose. Non, vous avez l'antique. D'accord. Vous avez l'antique. Tout ce qui est à l'antique est au courant. Vous avez l'antique. Et dans tous les commissariats, dans toutes les brigades aujourd'hui, vous avez aujourd'hui des services qui sont habilités à le faire cela. Même dans les services intelligents. Parce que l'une des choses que vous ne savez pas, c'est que les réseaux sociaux Internet aujourd'hui est un terreau pour les services publics et pour les services de renseignement. Ils sont pleins dans nos groupes WhatsApp qui il y a sont des beaucoup- anti-gangs. non. Tu vois son numéro de téléphone changer tous les 3 jours. Tel a basculé, tel a basculé. Nous sommes les identifiés. Moi, je ne sais pas quelles sont leurs méthodes. Mais il y a un truc, et puis il faut le savoir. Si vous rencontrez quelqu'un qui travaille en antique, vous lui donnez seulement votre numéro, il vous donne votre nom. Voilà. Exact. Donc, Je dis, c'est Non. sans que vous donnez le nom. vous savez qu'aujourd'hui, à partir de ce qu'on appelle l'adresse IP, on peut vous localiser, on peut localiser la qualité de vos publications, le type de vos publications, les lieux. On peut connaître la première personne à avoir partagé une vidéo. On peut tout le faire, on peut le retracer. Donc, il y a les services qui travaillent. Et je veux prendre ici, par exemple, le cas du commissaire de police Meva, de la DGSN. C'est un exemple palpable. Vous savez que c'est une personne qui traque quotidiennement, dont le service traque quotidiennement toutes les personnes sur Internet, tous les délinquants sur Internet qui usurpent les titres errants des autorités publiques. On l'a vu avec les gens qui escroquent au nom des services publics, au nom des autorités publiques. Et je dois vous dire qu'il faut aller là-bas, par exemple, questionner. Et ce n'est pas toujours toutes les affaires qu'on a l'occasion de présenter à la presse. Mais je dois vous dire qu'il y a un travail qui est suffisamment fait, n'est-ce pas, pour pouvoir, Dipita, pour pouvoir neutraliser ces gens-là. Ce n'est pas toujours à la télé qu'on le dit, mais je vous dis que quand vous allez dans les tribunaux, même entre époux, vous savez, par exemple, la logique des captures d'écran, la diffusion ou la propagation des captures, il y a des plaintes tous les jours. Les gens se trouvent dans les tribunaux, dans les commissariats à cause de ce qui se passe dans les forums de WhatsApp, sur Facebook, les intrigues et autres. Il y en a. Bon, il y a une partie aussi que l'État mène directement. Mais, Dibita, puisque vous parlez des propositions, moi je dois vous dire que autant l'État du Cameroun a dû faire face à une période, à un certain nombre de déviants en VCD, DVD, mondialisation, etc., que les populations n'ont pas été préparées à cette époque, n'est-ce pas, n'ont pas été socialisées à cette époque. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous faisons face à la même réalité. Il y a eu, face à la révolution digitale, face à la révolution numérique, un déficit ou un retard dans la socialisation des populations à l'utilisation du numérique, à l'utilisation des réseaux sociaux. Ça s'enseigne, ça se transmet dans les valeurs, dans l'éducation à la maison, comme on enseigne à un enfant les leçons et les connaissances scientifiques, comme on enseigne la politesse à un enfant, on lui enseigne la façon d'utiliser les réseaux sociaux. D'accord. Comme vous dites à votre enfant, à 22h, vous ne devez plus être dans avec votre téléphone, vous lui dites que vous n'avez pas tel site jusqu'à tel âge, vous lui dites que vous ne devez pas faire ceci. On doit préparer les générations qui arrivent à cela. Et les réseaux sociaux aussi ont quelque chose de bon. Par exemple, la promotion des causes sociales et humanitaires. Il y a beaucoup de choses qui sont résolues dans notre société à partir des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses, même des problèmes d'État, qui sont résolus à partir des dénonciations faites par les citizen journalistes des réseaux sociaux, par les cyberactivistes des réseaux sociaux, que ce soit même dans votre parti. Parce que c'est ces réseaux sociaux-là qui informent même les présidents de parti sur le comportement de certains de leurs militants. Donc, c'est une action commune. Je suis d'accord avec Maître là-dessus que c'est une affaire de tous. Ce n'est pas qu'une affaire des autorités publiques ou des services publics, c'est une affaire de tous les citoyens. Non. D'accord, mais d'abord vous et puis on ressort avec Brice. Ok. Non, Dipita n'attend pas de moi autre chose. Je ne crois pas à la sorcellerie. Je ne crois pas à ceux qui, comme mon voisin de gauche, font toujours croire qu'ils sont capables de tout. Moi, je crois d'abord au Cameroun et je crois aux Camerounais. Je sais que rien ne peut se faire sans la volonté des Camerounais. Et je compte également sur les politiques
que l'on forme les Camerounais, que tous les jours on en parle sans arrêt. La solution, c'est la formation, l'éducation, la sensibilisation. Pour moi, c'est là que ça commence. Parce qu'un outil comme les réseaux sociaux, vraiment, c'est très important. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous fait en termes, sûrement sur le plan fiscal. Vous restez dans votre bureau, vous tirez directement votre attestation de non-redevance. J'ai dit, de votre bureau, vous tapez, vous le retirez. Donc, sur le plan fiscal, des efforts ont été faits. Et c'est une économie d'énergie, de temps, une économie financière. Puisqu'avant, il fallait déplacer quelqu'un là-bas, il venait, on lui donnait rendez-vous. En matière douanière également, vous pouvez rester à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone, faire un travail qui nécessitait avant un effort surhumain. Donc, c'est un outil qui a des effets vraiment positifs. Si vous voyez même l'économie numérique, l'éducation même des enfants, parfois, l'enfant vous pose une question, vous avez peur de lui répondre parce qu'à partir de son ordinateur ou de son téléphone, il peut vous donner certaines informations sur le sens même d'un mot. Il dit d'un mot de la langue française. Parfois, il vous pose la question, vous avez l'impression que l'enfant vous piège. Donc, il faut simplement former les masses en leur disant que c'est un outil. D'ailleurs, pour la crise sanitaire, vous avez vu, à partir de ce qu'on appelle les conférences, téléconférences, ça a permis également le télétravail, ça a permis également de juguler cette crise qui, quand elle arrivait, parce qu'aujourd'hui, on peut en parler, mais je pense qu'en mars 2020, quand chacun regardait la télé, il se mettait chez lui et disait cette affaire qui arrive là, on va s'en sortir. C'était très compliqué. Donc, c'est un outil important. Nous devons travailler pour éduquer. Je pense que c'est avec la formation, ou à travers la formation, qu'on peut trouver des solutions fiables. ASC Betoga, mot de sortie. Non, moi je pense que on ne peut pas nier l'importance des réseaux sociaux, même si j'ai l'impression que Maître mélange dans réseaux sociaux Internet. Exact. Et peut-être c'est là où j'ai péché aujourd'hui, ce que je ne fais jamais, c'est la définition des concepts. Mais l'émission, mais la phase du débat est déjà passée là-dedans. Moi, j'apprécie l'idée de mettre, effectivement, qu'il y ait cette synergie d'action pour pouvoir adresser ce problème. Mais sauf que c'est la question de comment est-ce que nous tous on se met ensemble, Maître. Vous savez que vous, du RDPC, vous nous regardez comme vos ennemis et jamais comme vos adversaires. Parce que je ne sais pas qui a dit au Camerounais qu'un adversaire politique est un ennemi. Des plateformes, effectivement, où on se retrouve pour nous édifier sur ce que l'État fait. Ces plateformes n'existent pas. Les seules fois où moi je peux dire que je suis face à quelqu'un du RDPC, c'est quand des militants sont dans un commissariat. C'est quand mes militants ne peuvent pas faire une marche pacifique. C'est quand mes militants ont déjà porté les jogging et veulent faire une marche sportive. Comme me dit qu'il y a 4 commissaires qui sont devant eux empêchant à des gars en jogging d'aller courir. C'est là où je me rends compte que le RDPC existe sur ma route. Mais jamais dans des phases apaisées où, sur des innovations au niveau de l'antique, sur des innovations au niveau juridique et légal, où on peut donc appeler donc aussi bien les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les acteurs religieux, pour que vous puissiez, parce que c'est vous l'État qui avez parfois cette bonne information, pour nous dire, sur un jour, sur 2 jours, voilà ce qu'il y a à savoir. Vous maintenant, par palier, allez aussi. Parce que ne perdons pas de vue qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Parce que tout à l'heure, il parlait de l'association qui parle des ménages. Mais si un parent lui-même n'est pas socialisé à l'utilisation des médias sociaux, qu'est-ce qu'il communique à son enfant? Qu'il n'utilise pas. Ah, mais qu'ils n'utilisent pas comment? Alors que vous... Il y a des parents qui n'utilisent pas. Vous êtes contradictoire, puisque vous-même vous démontrez que les médias sociaux sont d'un apport non négligeable. Donc, le parent... pour tout le monde, selon l'intérêt. S'il n'est pas socialisé à une réalité, pourquoi est-ce qu'il n'apprend pas à son enfant à voler? Non, mais c'est pourquoi est-ce qu'il peut différent. apprendre à son enfant à aller faire des disons dans les réseaux sociaux et pourtant il lui apprend non, je ne parle pas du côté nocif des réseaux sociaux, vraiment pas. Je parle du côté positif. Sauf que je dis que pour qu'un parent dise même à son enfant, voilà comment fonctionne une tablette, il faudrait que lui-même ait été socialisé à cette tablette. Et c'est pour ça que je dis que par palier, il faut que toute la chaîne des intervenants dans ce processus de socialisation, il y a plusieurs agents de socialisation. Quand la famille est défaillante, il y a des structures dans la société, comme les médias. Alors chez moi, la famille... Comme les aînés sociaux que chez vous moi, êtes la aussi. famille est incontournable. Parce que s'il y a une structure qui abrutit... La cellule. S'il y a une structure qui abrutit les masses de manière exponentielle, c'est les médias. Et vous comprenez pourquoi je m'en méfie beaucoup. Parce que quand vous regardez les comportements des Camerounais... Ça veut dire que vous vous méfiez de vous-même. Et puis Brice dit son mot de... Ça veut dire que vous vous méfiez de vous-même, parce que vous êtes un acteur des médias. Non, je fais la différence entre nous qui venons parler ici
et ceux qui créent les contenus. Je fais bien la différence. Ah, donc, maintenant, je vais chuter. Je vais chuter. J'ai en bibliothèque physique 3200 ouvrages. Ma bibliothèque virtuelle, je suis à plus de 35 000 ouvrages. Ouais. Et tu ne vas pas croire, là où j'ai pu prendre ces 35 000 ouvrages, c'est dans les réseaux sociaux maghrébins. Parce que dans ces réseaux sociaux, comme il vous a dit, quand ce n'est pas l'intelligence économique, je vous assure, la dimension intellectuelle, là-bas, j'ai dit, maître, vous pouvez avoir 500 000 livres en une semaine dans les réseaux sociaux maghrébins. Oui. Et c'est peut-être à ça aussi qu'il faut aussi orienter nous autres de la sous-région pour dire qu'au lieu d'être dans ces buzz persistants qui nous éloignent des vraies choses, montrer également l'intérêt qu'il y a à développer les bibliothèques virtuelles. Voilà, les bibliothèques virtuelles et autres là, ça va beaucoup aider. Justement, M. Djipita, nous sommes en train de débattre d'une question extrêmement importante. Et je puisse encore vous dire que l'une des solutions qu'il faille à tout prix prendre en considération, c'est d'abord le volet anthropologique. Parce que lorsque je préparais cette émission, je me suis rapproché à un anthropologue. Il m'a justement fait comprendre que le réel problème du Cameroun, c'est qu'on n'enseigne pas les valeurs ancestrales aux Camerounais. C'est-à-dire, moi par exemple, qui ai grandi à Yaoundé, on sait que lorsqu'un homme et une femme s'en vont dans une chambre, on dit que c'est pour faire les mamans Satan. Donc du coup, on sait que ce sont des choses du Satan. Et si les parents commencent également à inculquer ça dans le subconscient de leurs enfants, une chose est sûre, c'est que ça va atténuer. Non, Maintenant, Brice, je sais pas non, je pense que c'est encore mon temps de parole. Nous sommes en train de finir. Ça, c'est d'une part. Maintenant, d'autre part, les réseaux sociaux, nous sommes tous d'accord sur ce plateau. Sur ce plateau, qu'il s'agit là d'un instrument aussi important. Tout dépend également du contenu. Et la régulation du contenu, alors le contrôle du contenu revient exactement à l'État. C'est clair. C'est la raison pour laquelle je voudrais appeler l'État à réguler le contenu des réseaux sociaux. Je prends encore un deuxième exemple pour chuter. Lorsque vous êtes dans un pays comme la Tunisie, qui est tellement ancré dans les mœurs, c'est-à-dire tellement ancré dans la tradition musulmane, vous publiez l'image d'une personne dénudée, ça ne passe pas. Exact. Je vous dis, ça ne passe pas. Si vous êtes au Maroc, vous publiez l'image d'une personne DVD, comme on dit tantôt, ça ne passe pas. Alors pourquoi au Cameroun ça passe? C'est le problème également qu'il va falloir que nous nous posons. Pourquoi ça passe au Cameroun? Alors, pourquoi ça passe au Cameroun? Il va falloir à tout prix que l'État fasse de telle manière qu'également ces images ne passent pas. Il y a même un type de réseaux sociaux. Et il y a même des types de réseaux sociaux que nous devons admettre ici. Nous devons également revoir le travail de l'antique. Parce que par moment, je me pose... Par moment, je me pose la question s'il ne s'agit pas d'un organisme où certaines personnes sont là pour recevoir des perdièmes, avoir des gros véhicules 4x4 de 100 millions et bien d'autres. L'antique ne nous présente pas le travail. Il ne communique pas. On ne sait réellement pas quelles sont les statistiques produites par l'antique. Moi, particulièrement, je n'en sais absolument rien. Donc, c'est pour dire... Non, lorsque je viens à une émission, je la prépare. Je m'en vais auprès de ceux qui peuvent m'aider à bien débattre. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, les organisations comme l'antique doivent prendre la mesure de la situation. Et le réel problème revient à l'État. Je ne saurais chuter sans parler d'un problème social. Monsieur Djipita, l'une des meilleures manières de contrôler cette affaire, c'est d'enlever les jeunes du cycle infernal du chômage et de l'extrême pauvreté. Un jeune qui n'a pas d'emploi, Facebook devient son seul et unique milieu. Facebook devient son seul et unique terrain pour s'exprimer. Mais si les jeunes ont de l'emploi, je puisse vous assurer, ça deviendra compliqué. Ça devient extrêmement compliqué de passer le temps. Au contraire, ceux-là peuvent... Oui, au contraire, ceux-là, s'ils ont de l'emploi, ils peuvent, on pourrait encore dire d'une manière ou d'une autre, que s'ils ont de l'emploi, ils peuvent utiliser les réseaux à bon escient. C'est-à-dire quoi, par exemple? Si j'ai une petite entreprise aujourd'hui, alors je n'utilisais plus les réseaux sociaux seulement pour faire des publications, mais également pour valoriser ma petite et moyenne entreprise.
je vais l'utiliser pour faire la publicité de tel pressing ou alors de tel autre. Alors, donc vous voyez que le problème majeur, c'est l'emploi au Cameroun. Les réseaux sociaux n'ont aucune fin. Moi, je voudrais qu'on fasse très attention quand il y a une thématique comme celle-ci à éviter la propagande politique. Le chômage n'est pas un problème. Il dérive, à mon sens, à l'observation. Parce que les problèmes ou les dérives... Il prend du temps pour partager les images d'une personne. Les dérives sur les réseaux sociaux. Les dérives dans les réseaux sociaux ne sont pas une réalité inhérente simplement à la société camerounaise. Dans tous les pays au monde, il y a des problèmes. Il y a des dérives. Aux États-Unis, c'est pire. Est-ce que, puisque vous parlez des États, est-ce que vous savez que Trump a été suspendu de Facebook uniquement à cause de l'usage des réseaux sociaux? Il faut également qu'on l'avoue. Donc le réel problème revient à l'État. C'est l'État qui est le patron de cette affaire. Je dis que les dérives dans les réseaux sociaux ne sont pas une réalité inhérente uniquement à la société camerounaise. Toutes les sociétés, et précisément où ces réseaux sociaux ont été créés, connaissent plus de dérives que les nôtres. Encore que même deuxième dans la situation chose, de chômage, ils ont toujours 100 francs pour la deuxième chose, il y a quelque chose qu'il faut évoquer. On parle aujourd'hui, c'est Maître qui a sorti ce concept, l'économie numérique. Les réseaux sociaux représentent aujourd'hui une source, n'est-ce pas, d'emploi. Vous savez qu'il y a des gens qui sont rémunérés uniquement par les réseaux sociaux, uniquement par les contenus qu'ils produisent dans les réseaux sociaux. Le e-commerce, le e-work, le e-learning, le e-education. Vous avez des gens qui ne produisent que ça. Abrutissement aussi. Et plus il y a des gens connectés, plus il y a un intérêt à leur page, plus les créateurs de ces réseaux sociaux-là les rémunèrent, plus les organisations socio-professionnelles accrochent leur image à ces personnes-là. Donc il faut arrêter de dire que le chômage est un problème. Non, le chômage n'est pas un problème. Il y a même parmi ces déviants des gens qui ont des emplois connus, qui sont stables, qui sont réglementaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les individus que vous retrouvez dans le numérique ne sont pas différents. Ce n'est pas un autre citoyen, c'est le même citoyen qui vit dans la société, qui se retrouve dans un monde et dans un univers numérique. Donc en réalité, pour conclure, c'est que les réseaux sociaux, alors la société camerounaise a les réseaux sociaux qu'elle mérite. Tout comme chacune des sociétés a les réseaux sociaux qu'elle mérite. Et je finis par cette annonce. Le recteur de l'Université de Yaoundé menace de poursuivre les enseignants qui divulguent les informations confidentielles de son institution dans les réseaux sociaux. Sauf que ce n'est qu'au niveau des menaces. Le recteur sera donc contraint, c'est selon un communiqué publié le 16 novembre, d'appliquer à tout contrevenant les sanctions prévues par la réglementation. Ainsi a conclu donc le communiqué du professeur Maurice. Et ce ne sont pas les chômeurs. Et là, ce n'est pas des chômeurs. Hein. Voilà. Et là, ils sont passibles de la propagation de fausses nouvelles, de la diffamation. Il s'agit notamment des contenus variant entre diffamation, injures, mensonges à l'encontre des hautes autorités de l'université et de l'enseignement supérieur, peut-on lire. Bon, il fait face certainement. Juste une chose, Monsieur Brice, qui parle du chômage, Monsieur Bidiolako, vous parlez du chômage. Vous parlez depuis des personnes là, vous dites qu'il y a quelques personnes, vous citez deux noms là, vous évitez les noms. Vous avez parlé de deux personnes là depuis. Est-ce que c'était des chômeurs? Il y a des images évoquées. Ou les images de celui que vous avez et puis après vous vous êtes tué. C'est un chômeur. Bon, transition, on passe au prochain thème. Vous voulez terminer? Oui, justement, la personne avec qui la lionne indomptable pratiquait l'homosexualité, c'est une chômeuse. Si je veux encore appuyer une fois de plus, hier, Zuckerberg a recruté un chômeur pour faire la publicité. C'est-à-dire quelqu'un et le réel, et Thierry, et le réel problème se pose au niveau du chômage. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que dans le déroulé de cette jeune fille, elle dit réellement qu'elle avait besoin de 2 millions et demi. Vous croyez qu'une personne qui a un salaire de 5 millions peut avoir besoin de 2 millions et demi au point d'aller encore dans des affaires d'homosexualité? C'est une chômeuse. Plateau avec les politiques, notamment avec les partis un peu opposés entre eux. Pourquoi? Parce que ils ne ratent pas une occasion de faire le truc. Ici, il ne s'agit pas de l'acte de homosexualité. Voilà. On parle du numérique, on parle de l'acte de la promotion. Je dis nous avions tous vu dans les réseaux sociaux. Le problème, c'est la diffusion de ces vidéos. Sommes-nous sûrs que c'est les pratiquants de l'acte qui ont diffusé?
C'est l'acte de diffusion qui fait promotion. Mais puisque nous constatons, cela que que- c'est effectivement c'est pour cela après que la menace, c'est après la menace que les problèmes ont été déportés dans les réseaux sociaux. On se comprend pas. Si c'est là On se avec de comprend l'argent, pas, est-ce monsieur. qu'elle doit être Nous diffusée ne dans les comprenons réseaux pas. sociaux? Vous, si vous avez des difficultés à dialoguer avec moi sur un plateau, parce que moi, je suis un acteur politique. Non, je dis entre les acteurs politiques. Moi, je reste lucide. Oui, terminé. Parce que, Dipita, vous savez, quand on va au tribunal, c'est pour ça que la réalité des médias n'est pas celle de la justice, par exemple. Dans la justice, on vous parle, par exemple, de la... Vous savez, on ne condamne pas le mot. C'est les valeurs, c'est la morale qui condamne l'homosexualité. La loi condamne la pratique de l'homosexualité. La loi condamne la propagation, n'est-ce pas, d'images, de fausses nouvelles ou d'images obscènes via les voies informatiques et les voies numériques. Donc, c'est celui, par exemple, vous voyez que dans un procès, il y a des chefs d'accusation qui peuvent être retenus à divers niveaux contre différents acteurs d'une grande chaîne. Et ce n'est pas toujours ce que pense l'opinion ou ce que pensent les médias qui est la réalité de la justice. Ou alors Encore que des Dipita, autorités. avec Trump, on a découvert un concept, ils appellent ça deepfake. C'est-à-dire une vidéo peut être même fausse, c'est-à-dire Exactement. manipulée. Exactement. Et donc vous pouvez voir il faut faire effectivement très attention. ces deux femmes et penser que c'est quelque chose de vrai, alors que peut-être... Et dans le donc, deepfake, c'est celui qui diffuse, Voilà. qui est réprimé. Donc il faut faire En très une attention. demi-heure, on Brice. va essayer d'aborder la deuxième question de ce soir, les élections à l'Africa Foot et certainement les politiques qui s'en mêlent. Transition. Alors définitivement, une fois de plus, le football montre qu'il a une part assez importante, assez prenante dans la vie, dans le quotidien des Camerounais. Je veux dire que plus qu'ailleurs, plus que jamais, les élections à la Fédération camerounaise de football l'intéressent, mobilisent, suscitent des commentaires au sein de l'opinion publique. Et d'ailleurs, les acteurs même sont, j'ai failli dire, complices de ces faits-là. On les voit dans une communication, j'ai failli dire, agressive. Au quotidien désormais, chacun essaie d'y apporter du sien, sortir quelques éléments. On a donc vu certains candidats, deux notamment, Seydou Mobonjoya et Franck Biya, d'une part, et Samuel Eto'o-Fils, un peu plus récemment, et le directeur du cabinet civil, Franck Biya étant évidemment le fils du président, directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Et même si les faits ne le disent pas clairement, on peut quand même s'interroger, on peut quand même observer qu'il y a cette volonté, Thierry Roland, des hommes politiques à faire du sport, du football, mais pas forcément pour le pratiquer en tant que sportif. Quand j'ai vu votre sujet, ça m'a un peu intrigué. Les politiques s'en mêlent. En réalité, tout est politique dans une société. Contrairement à ce qu'on veut faire. Il n'y a rien, même dans l'église, il y a la politique. Donc c'est une question de degré, parce que chez nous au basket, quand il y a élection, on ne les voit pas beaucoup. Hein. Ils sont là. Ben oui, on ne les voit pas beaucoup. Non, ils sont là. On ne les voit pas beaucoup. Ils sont là. Vous comprenez un peu. Ça mène de Quand coup de on grâce avec sait, Franck Biya, par exemple. monsieur Dipita, quand on sait au Cameroun ce que représente le football, à la fois pour toutes les populations, mais pour le système, il y a lieu... Allons-en, le football représente quoi? Il représente beaucoup de choses. Quoi? Il représente aujourd'hui, sur le plan de la géopolitique, de la géostratégie, un élément pertinent, un élément à prendre en compte. Sur le plan de la communication, de la promotion de l'image du Cameroun, n'est-ce pas? Le football représente un atout impressionnant à mobiliser en tout temps et en tout lieu. Et pour tes cousins Attendez, au village? non. Pour mes cousins au village, village, ils sont les bénéficiaires du retour positif de la promotion que le gouvernement de la République, les acteurs politiques et la fédération fait du football. Exemple, le retour positif là, c'est quoi? Exemple, Le ce stade que de Lomé permettez... apporte quoi, mon cousin Bipidi? Allons-y, non, je veux juste vous amener dans... Permettez, Là, c'est pas l'acteur politique qui parle. permettez. Voilà. J'ai évoqué un certain nombre de notions. La promotion de l'image du Cameroun. La promotion de l'image du Cameroun, plus vous avez sur Internet, les deux sujets se tiennent d'ailleurs, parce que vous avez vu quand même les candidats, tout ceci se fait autour et dans les réseaux sociaux. La communication est accédante. Parce qu'il y a une bataille de l'opinion à gagner, une bataille de l'opinion nationale et internationale à gagner. Les stades que l'on construit aujourd'hui, M. Bitoga, il faut savoir que ça permet de ramener de la valeur ajoutée.
Il y a des pays aujourd'hui qui viendront jouer au Cameroun. Ça permet de faire rentrer des devises. Il y a, sur le plan du tourisme, ça permet de rentabiliser. Il y a, sur le plan de l'investissement, un pays, et de l'économie, il y a une attractivité quand votre pays a une belle image à l'extérieur. Ce que nous a apporté le Mondial 1990, vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas l'imaginer. Mes chers messieurs, sachez que depuis 2016, que les regards de toute l'Afrique sont concentrés sur le Cameroun en termes, n'est-ce pas, de l'organisation de la CAN féminine 2016, de la CAN Non, avant le CHAN, il y a la victoire des Lions indomptables à la CAN 2017. Il y a le CHAN 2020 et il y a la CAN 2021. Le Cameroun a cristallisé un certain nombre d'intérêts dans les divers univers politiques, diplomatiques, et économiques à travers le monde. Je dois vous dire, M. Dipita, que quand vous regardez ce que donnent les pays, les États africains, pour la communication autour, n'est-ce pas, dans les agences de presse internationales, dans les médias internationaux, rien que le fait d'organiser la CAN aujourd'hui et la promotion qu'on avait fait, vous avez vu la mission du ministre et du secrétaire général de la présidence, l'écho que ça aura eu au niveau du pays, au niveau des frontières, hors des frontières. Revenons à l'élection. L'élection camerounaise, l'élection aujourd'hui, ou alors toutes les élections au sein de la Fédération camerounaise de football, se sont d'abord faites entre les acteurs du football, mais toujours toujours en étroite collaboration avec le politique. On sait très bien, et même les acteurs délégués votants savent très bien qu'ils s'appuient sur celui qui a le plus de légitimité à pouvoir garantir une meilleure relation institutionnelle. C'est-à-dire que le président... L'autre thème, les politiques, le président, le gouvernement, ils vont décider de qui sera présent à la FECAFO. Monsieur le député, je vais vous dire, oui, dites-nous. La conséquence, la détérioration des rapports entre l'État du Cameroun, ministère des Sports, représenté par le ministère des Sports et diverses autres organisations, avec la Fédération camerounaise de football a abouti à 3 choses. La première, c'est une déstructuration du championnat professionnel local. La seconde, c'est il y a 2 ans, à un amoindrissement de la subvention de l'État du Cameroun au club professionnel. Et la troisième, on l'annonce pour l'année pour le budget qui est en cours de préparation, une disparition de cette subvention de l'État du Cameroun. N'est-ce pas? Aux sélections nationales de football et aux clubs de football professionnel. C'est très important. Aujourd'hui, le prochain président de la Fédération camerounaise de football devra garantir une fluidité, n'est-ce pas, de ses relations avec les institutions de la République, avec la CAF. Vous savez par exemple que les fonds de la Fédération camerounaise de football sont cantonnés depuis à la CAF et à la FIFA. Parce qu'il y a une crise institutionnelle, parce qu'il y a une crise entre les acteurs gouvernants de la Fédération camerounaise de football. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours veiller à ce que, et c'est un pan des programmes. Quand vous avez vu le programme par exemple de M. Tombi, parce que je dois vous dire qu'il y a très peu de personnes qui font le programme dans cette affaire. Vous avez vu par exemple dans les candidats que vous avez cités, il n'y a qu'un seul candidat dont on voit le programme sur 20 pages, n'est-ce pas, en plus de sa déclaration de candidature, se balader. Les autres n'ont aucun programme. Je l'ai vu également quand M. Tombi battait sa campagne. Et il y a un point d'honneur réservé aux relations institutionnelles. Le gouvernement de la République, le premier ministère, parce que c'est là où se décident bien des choses, la présidente de la République, la CAF et les sponsors. Justement. Donc on peut s'attendre à ce que les politiques, le gouvernement, le président désignent. Bon, quand j'ai désigné, c'est pas de façon fluide, hein. Le mode il est électoral, mais je dis on connaît les influences, on peut s'attendre à ce que le gouvernement pèse de tout son poids pour un candidat. Si le gouvernement va peser de tout son poids,
pour faire soit élire un candidat ou alors pour imposer un candidat dans cette élection farfelue, dans cette élection qui n'aura de sens que ce qu'il voudrait, ce que certains acteurs voudraient lui en donner. Parce qu'en réalité, comme Abdourahmane Baba Amadou a l'habitude de le dire, si vous dansez sur place après plusieurs années et que vous n'avez pas le résultat, posez-vous la question si c'est la meilleure manière de danser. Parce qu'en réalité, plusieurs procédures ont été introduites. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, en 2010, j'avais publié, lorsque je préparais cette émission, je suis allé sur ma page où j'ai revisité l'article que j'ai publié, « Football, un instrument au service des dictatures ». Je l'avais publié, pourquoi? Parce que j'avais analysé plusieurs cas. Vous avez constaté l'euro. Je vais faire une transposition tout à l'heure. L'euro qui avait organisé la Grèce et la Pologne. Cet euro avait contribué à la libération des prisonniers politiques par la Pologne. Les diplomates ou alors les prééminences institutionnelles et diplomatiques de l'euro ont décidé qu'avant leur mise sur pied à l'ouverture, à la cérémonie d'ouverture, il va falloir d'abord que certains prisonniers politiques soient libérés. Et nous avions vu comment est-ce que ces hommes ont été libérés. Si on voulait encore revenir dans le cas du Brésil, vous avez constaté que bien après le football, ou alors dans la Coupe du Monde qui avait été organisée là-bas, le scandale Lula a déclenché. Ce scandale existait bel et bien avant la Coupe du Monde. Mais le président Lula a directement utilisé le football pour blanchir l'image et étouffer le scandale. Malheureusement pour lui, après les gesticulations, les danses et bien d'autres, les dribbles sur le terrain, les mêmes faits sont revenus sur la table et il a été débouté. Alors, si on voulait revenir sur le cas FECAFOOT, triptyque, gouvernement, FECAFOOT, CAF et même FIFA, vous allez vous rendre compte que le dossier CAN Cameroun avait été défendu par le Premier ministre de la République. C'est-à-dire, c'est M. Philémon Yang qui est allé en Égypte pour défendre le dossier de la CAN. Non, c'était monsieur... Attendez que je donne la bonne oui. information. C'était monsieur le professeur Ouna, dans une délégation interministérielle dont il y avait des représentants de la présidente de la République, M. Benga, des représentations du Premier ministre, oui. le secrétaire général FECAFOOT, M. Tombi et autres. Vous vous rendez compte que cette délégation avait été coiffée par le Premier ministère. Peut-être c'est là-bas que je voudrais arriver. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'État du Cameroun s'est impliqué. C'est-à-dire le gouvernement s'est impliqué de façon formelle pour l'attribution de cette canne. Alors, aujourd'hui, ce fait se prolonge encore dans l'élection qui pourrait avoir lieu au niveau de la CAF. Regardez comment est-ce que le gouvernement tient ces acteurs. D'une part, en complicité avec la FIFA qui refuse totalement l'application des règles ou alors des sentences données par le tribunal arbitral du sport, parce que certains éléments que nous avions ou alors certains faits qui ont été balancés aux yeux des Camerounais, vous avez tous vu, ou une faction légale ou la faction légale voudrait tenir ces réunions, on l'empêche totalement de les faire. La faction illégale qui tient ces réunions, le ministre de la République dit non, vous n'êtes pas légal. C'est la faction Abem Bida qui doit tenir les réunions. Mais quelques heures après, une autre pendue signée du secrétaire général de la CAF et de la FIFA, la note conjointe pendue, ramène le gouvernement sur sa position de départ et oblige par conséquent le ministre de l'administration territoriale à faire une sortie et à autoriser à ce que la faction illégale siège ces réunions de façon régulière. Donc, tous ces exemples combinés nous montrent à suffire que l'État tient. L'État ne voudrait pas lâcher du lest. Moi, je voudrais autrement, pour les autres panélistes, peut-être vous allez rebondir, Brice et Thierry Roland. Je veux dire, en même temps, ne faisons pas comme si nous vivons dans un monde où nous sommes seuls. On voit bien comment le football est géré ailleurs. On voit comment le football est géré en Allemagne. Je n'entends pas les décisions venir de la chancellerie d'Angela Merkel. Je n'entends pas, on a vu l'organisation de la Coupe du Monde en France, par exemple, où je veux dire que même si les politiques sont, je ne vais pas dire présents, ont un rôle à jouer, mais c'est moins dans le champ d'action des acteurs du sport.
Aristide. Dipita, la difficulté, comme le sociologue disait tout à l'heure sur le plateau, à échanger avec les hommes politiques, c'est la même difficulté que j'ai à échanger avec des personnes qui sont convaincues, des acteurs qui défendent ce qu'ils défendent là-bas. Je peux prendre un mois à vous démontrer que le Cameroun ne correspond pas à ses ambitions sportives. Et je dis bien sûr, un mois le démontrer. Et ça, c'est toujours l'élection. Si avec autant de camps remportés, Les politiques s'en mêlent. si avec autant de stades construits, on en a encore à chercher les routes qui conduisent au stade, on en a à chercher l'eau à boire, on en a à demander sur l'électricité pour alimenter les stades. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle des priorités dans un gouvernement. Je referme ça très vite pour dire que les principaux acteurs que sont les footballeurs sont les plus malheureux de la chaîne sportive. Allez juste voir dans quoi est-ce qu'ils vivent au quotidien pour vous rendre compte que le football, ce n'est pas ces acteurs directs que sont les footballeurs, ce n'est pas ces gens-là qui ferment leur boutique pour aller acclamer les Lions indomptables. C'est comme vous l'avez dit. Ce sont à la fois tous ces vautours qui gravitent autour de la FECAFOOT et tous ces acteurs institutionnels par palier qui savent ce que cette machine d'abrutissement-là leur apporte. Je dis que le sport est une machine d'abrutissement dans les États africains, et notamment ceux de l'Afrique subsaharienne. Allez voir à quoi sert le football. Hier, je lisais encore sur une page de quelqu'un qui se présente comme un relais de l'actuel président par intérim de la FECAFOOT, qui disait, en se vantant que en 2 ans ou 3 ans, la FECAFOOT a dépensé presque 800 millions pour des procédures au niveau du TAS. Et je tombais des nues. Je dis, mais dans une république sérieuse, on ne peut pas prendre 800 millions à mener des combats en dehors. Allez-y, allez-y. Vous savez ce que veut dire 800 millions dans un pays pauvre très endetté? Justement, c'est banal pour vous parce qu'on a l'habitude de dire qu'on a volé 100 milliards. Pour vous, les acteurs Non, qui non, ne non. pas du football. Non, non, c'est pas Les banal. fédérations, les contentieux. C'est pas banal parce que l'intérêt souverain peut conduire à taire ces crises-là et on fait l'économie de ces 800 millions pour les réinjecter sur ces acteurs réels du football que sont les acteurs sportifs. Quelle est la situation réelle de nos ligues par palier, les minimes, les cadets, tout ce qui va avec, hommes comme femmes? Et que vous me dites que 800 millions, c'est quelque chose parce que vous êtes dans le domaine du droit? À un moment, il faut être un peu souvent humain. 800 millions, ça reste 800 millions, même si c'est pour des procédures administratives. D'accord. Moi, je vais chuter, et peut-être je ne prendrai plus la parole parce que cette affaire m'énerve. Non, il ne faut pas vous énerver. Je suis peut-être à 10 ans, je suis peut-être à 10 Le sport, c'est d'abord le ans, je suis divertissement. peut-être à 10 ans, j'ai C'est pas encore le vu, thème, ça. je suis peut-être à 10 ans, j'ai On est pas encore vu dans un le match de thème. football, parce que on sommes dans le thème, et vous allez comprendre. Nous sommes dans le thème, pourquoi? Parce que nous connaissons le charisme qui est celui du chef de l'État, et qui nous l'a prouvé à plusieurs reprises lorsqu'il y avait des cas graves où il a frappé du poing sur la table et on a vu les acteurs se mettre en ordre. Mais cette FECAFOOT dont nous parlons ce soir, il me semble que nous allons déjà chercher par là, autour de 10 ans ou 12 ans, que cette putréfaction dure de ce côté-là. Je pense que tout à l'heure, vous parliez des infrastructures sportives comme faisant partie du rayonnement à l'international Bien sûr. de l'image du pays. Bien sûr. Vous avez raison. Mais également à l'international, quand tous les 2 jours, les acteurs qui gravitent autour du football, chacun sort un communiqué, chacun sort ceci, il y va également... Donc, c'est l'enjeu de cette élection. Arrêtez ça. Il y va également de l'image du Cameroun. N'allez pas penser que l'image ne concerne que les stades qu'on construit et qui ne finissent pas. Dites-vous quand même qu'un État sérieux, c'est quand même un État sur des basés comme cela. Il y a quand même une cohérence d'ensemble. Respecter les lois. Et que vous avez des acteurs qui vous disent que ce processus-là ne va pas prospérer parce que cette élection-ci sera une fois de plus combattue au niveau du TAS. Et ils vous le disent, et Abdourahmane l'a dit, le Cameroun sera le Vietnam de la FIFA. Il l'a dit. Mais c'est une réalité. Au lieu que et c'est ça qui me désole avec vous, d'être convaincu que sur le plateau, c'est vous qui avez la Bible avec vous. Non, c'est que je dis, c'est que... Je suppose que vous avez quand même pris la peine Vous avez dit- de Vous terminez, mais n'a pas demander encore. à Dipita qui est autour de vous. Mais n'a pas encore. Et je vais chuter.
pour dire que des enfants ne peuvent pas se quereller pendant 12 ans sans qu'à un moment on fasse asseoir ces enfants. Je ne pense pas que le bon bout c'est aller vers cette élection quand on sait que... Mais c'est le sujet. Parce que nous sommes dans un état ambulancier où à chaque fois on a l'impression qu'on règle un problème. Donc on revient, tu vois, à la case de départ. Il me semble que Tony Aroko a été élu et il a été débarqué. Bobo Dje est arrivé, il a été débarqué. Au lieu de se poser la question, est-ce que cette élection est pertinente? Est-ce qu'il y a une autre option qu'on peut envisager pour régler le problème définitivement et mettre le chemin et mettre le pays sur des bons rails? Vous me dites que non, c'est des choses qui ne sont pas en congruence avec le sujet. Moi, je pense que cette élection, elle va avoir lieu, mais elle va être attaquée et nous reviendrons à la case de départ. Prenez-le pour dire Dipita. Et ça coûtera encore les frais de procédure. Hein. Maître, on ne parlera plus de 800 millions médias, plus d'1 milliard. J'ai écouté avec une grande attention tous les intervenants sur ce plateau, sauf que je suis peut-être d'accord sur une chose, c'est que l'image du Cameroun, si vous voulez, nous avons intérêt à ce que notre image soit préservée. Et c'est le devoir du gouvernement de veiller sur l'image du Cameroun. Quand j'ai fini de dire cela, sur le reste, nos chemins vont se séparer. Le gouvernement de la République, moi je suis du RDP, nous sommes en situation de responsabilité, n'a rien à voir dans les histoires de l'Africa Foot. Le RDPC n'a rien à voir dans les histoires de l'Africa Foot. L'Africa Foot est une association dans l'État qui est gérée conformément aux règles qui régissent la Fédération internationale de football et la Confédération africaine de football. Le gouvernement, je redis, n'a rien à voir là-bas. Le gouvernement ne peut pas se mêler les histoires de l'Africa Foot. Le gouvernement ne sait pas comment ça se déroule là-bas. Le gouvernement n'est ni proche, ni en rien à l'Africa Foot. Félicitations. C'est clair de le dire. Les acteurs là-bas sont connus. Tout se passe à l'Africa Foot sans le gouvernement. Laissez le gouvernement de côté. Pas d'ingérence. Je vous dis, pas d'ingérence. Ce sont les principes. Et nous avons souscrit le test de la FIFA. Félicitations. Vous dites qu'on ne se mêle pas des histoires de l'Africa Foot. Ceci étant dit, je vous dis pourquoi. Maintenant, je vous explique pourquoi. En 1994, le président de la Fédération camerounaise de football s'appelle M. Pascal Berlin-Ouna, soutenu par le gouvernement. Il avait été nommé d'ailleurs. Voilà, soutenu par le gouvernement. Encore, on les nommait encore. Des gens de l'Africa Foot se sont réunis à Bonamoussadi, ont pris une résolution. À l'époque, c'était le fax. Ils ont envoyé à la FIFA. La FIFA nous a dit, voici ce que nous connaissons. Quand le gouvernement a voulu résister, notamment en fermant le stade Amadou Ahidjo, parce que les matchs du championnat étaient suspendus, on ne pouvait plus jouer, ils avaient fermé le stade Amadou Ahidjo. Ceux qui étaient les légitimes, c'est-à-dire ceux reconnus par la FIFA, sont allés au lycée Leclerc. D'abord au stade militaire, ils ont été interdits, ils sont allés au lycée Leclerc pour vouloir faire jouer un match du championnat. Et quand la FIFA a commencé à dire, mais nous appelons qu'on continue à se mêler, le gouvernement a dit, non, c'est pas ça. La FIFA a dit, bon, vous les installez quand? Le ministre des Sports, tout de blanc vêtu, je suis en blanc. Symbole de la vérité. Il était ministre des Sports du gouvernement de la République. Malheureusement, aujourd'hui, il est décédé. Je ne cite pas les noms parce que beaucoup sont décédés. Il dit, je suis en blanc. Il dit, le blanc, symbole de la pureté. Il a installé comme ça ces personnes-là qui avaient fait l'Assemblée à Bonamoussadi. Le gouvernement a gardé cette expérience. Le gouvernement ne se mêle plus les histoires de l'Africa Foot. Le gouvernement n'est ni de près ni de loin concerné. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Mais le gouvernement n'entre pas dans les histoires. Mais donc, juste, ne dites pas que le gouvernement s'amène. Je vais finir. Oui, terminé. Et puis, je vous relance sur un aspect. Ce que je voudrais faire observer, c'est que, en ce qui concerne le fonctionnement de la Fédération internationale, de la Fédération camerounaise de football, le gouvernement ne suit que les instructions que la FIFA lui demande de suivre. Non. Laissez-moi finir. Il y a quelques jours, la FIFA, il y a eu l'annulation de la décision par le TAS. Certaines personnes ont saisi le TAS. Le TAS a répondu que non, nous ne sommes pas habilités à désigner qui doit diriger la Fédération camerounaise de football. Il appartient à la FIFA de le faire. La FIFA a écrit pour dire que c'est les personnes qui dirigent actuellement là, voilà, qui doivent assurer l'intérim. Le ministre Laté a écrit pour dire c'est lui. Vous m'avez arraché la question parce que... Je vais finir. Avant ça, rappelez-vous bien, le ministre des Sports avait fait un courrier pour dire que, parce qu'il y avait eu la décision du TAS,
il n'était plus possible que M. Bomodua continue. C'est quand il avait fait le courrier qu'on a saisi le TAS, que interprétez votre sentence. Le TAS a dit, il ne nous appartient pas de désigner, c'est la FIFA. Le gouvernement ne suit que ce que la FIFA lui demande de suivre. Le gouvernement ne se mêle pas des histoires du football. Mais justement, je voulais relever cette contradiction dans votre argumentaire. Laquelle? Vous disiez que le gouvernement ne s'ingère pas, il ne s'interpelle pas, et puis bon, vous démontriez par la suite que le MINAT a dû, pour une ou deux raisons... Non, c'est la FIFA qui écrit pour dire au Cameroun que les représentants habilités à diriger la Fédération camerounaise de football, Si Albert c'est Bidabou, monsieur j'entends. tel. Ce n'est pas nous, hein, c'est écrit. D'accord. Il y a le texte, D'abord, prenez la Brice. chronologie, c'est D'abord, écrit. Brice, Je pense que nous devons d'abord établir la vérité. Et lorsqu'on est à côté d'un avocat, je pense que l'avocat également défend la vérité. Mais malheureusement, c'est le contraire de ce que nous observons sur cette table. Parce que la sentence du 15 janvier, on retient 3 éléments de la sentence du TAS qui date du 15 janvier. La sentence dit ceci: l'exécutif de 2009 est balayé. L'Assemblée générale de 2009 est valable. Et c'est cette assemblée. L'élection de Mbombo Njoya est annulée. Voilà les 3 éléments qu'on retient de la sentence du 15 janvier, maître. Et le gouvernement, en complicité, je dirais même contributionnage incestueux avec la FIFA et la CAF, ont décidé, le gouvernement a décidé que M. Sédou Mbombo Njoya, qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais été président de la FECAFOOT, doit continuer les affaires courantes. Or, la décision revenait à l'Assemblée de 2009. Cette Assemblée qui a apporté le professeur Abem Bida comme étant le président du comité exécutif provisoire. Donc le réel problème qui se pose au niveau de la FECAFOOT aujourd'hui, c'est que le gouvernement a décidé de soutenir une faction illégale. Et ce gouvernement continue toujours à s'ingérer dans cette affaire. Et vous-même, et ça pourquoi? Je peux encore prolonger. Et vous-même, vous venez de relever tantôt qu'à plusieurs reprises, le gouvernement, à travers le ministre de l'administration territoriale, a annulé certaines réunions qui devraient être tenues avec certains membres de l'Assemblée générale de 2009, dont M. Abdourahmane fait partie. Le gouvernement a tout fait pour refuser la tenue de la réunion. Deuxième élément, lorsque vous dites que le gouvernement de la République ne s'ingère pas dans les affaires de la FECAFOOT, mais ça me fait absolument rire. Ça me fait rire. Parce que si vous avez observé à plusieurs reprises, le secrétaire général de la présidence a convoqué les partis. Exact. Je dis a convoqué les partis à la présidence. Le professeur Kouvodo, je dis ceci. Ils ont été convoqués à la présidence. Je le dis et je martèle. Je le dis et je martèle, Thierry. Ils ont été convoqués à la présidence. Et le professeur Kouvodo, d'ailleurs, en 2017, avait avoué qu'on nous a convoqués à la présidence pour dire qu'en réalité, il faut que nous cessions cette affaire. Et nous avions donné nos différentes propositions. Donc, pour dire que on peut multiplier les exemples d'ingérence de l'exécutif dans les affaires du football camerounais par 1000 pour démontrer qu'en réalité, ce que Maître dit n'est pas vrai. Ce sont des contre-vérités. Et alors, moi, je comprends d'une manière ou d'une autre le gouvernement lorsqu'il voudrait à tout prix s'ingérer dans cette affaire. Mais si à jamais ce gouvernement avait soutenu le côté légal, on ne serait pas en train de débattre aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement et le football marchent ensemble. D'autant plus que le président de la CAF... Oui, le gouvernement et le football marchent ensemble. Ce n'est pas une réalité camerounaise. Partout d'ailleurs, ça se passe. Et en Europe, ça se passe. Mais sauf qu'en Europe, ça se passe de façon subtile. D'accord. On ne le fait pas de façon officielle. Et je veux encore rappeler ici, Thierry Roland, que l'affaire, lorsque vous écoutez l'affaire Paris Saint-Germain et le Qatar, c'est Nicolas Sarkozy qui négocie cette affaire. Merci, Brice. Et Nicolas Sarkozy l'a négocié de façon subtile, pas de façon officielle. Donc l'ingérence de l'exécutif dans le football n'est pas seulement l'affaire du Cameroun. Sauf qu'au Cameroun, c'est devenu un véritable cimetière. Le gouvernement s'ingère des affaires du football pour enterrer le football. Parce que même, voilà 800 millions. Voilà 800 millions dépensés pour les frais de procédure qui auraient servi à financer le football. Vous avez pris la parole, mais ce que vous dites n'est pas exact. Quand on vous donne la parole et qu'on vous la reprend, laissez-la aussi, pour que les autres puissent parler. C'est vrai, c'est un sujet qui brûle. Je voudrais même commencer par là où il a achevé.
les relations entre les gouvernements et les associations membres de la FIFA sont des relations étroites. La FIFA, la CAF et leurs associations membres marchent main dans la main. Oui. Et je voudrais dire qu'au Cameroun, la FECAFOOT n'existe que parce que le gouvernement le veut. Exact. L'exemple du TAD est clair. C'est ça. Ils ont décidé de dissoudre la fédération. Oui. Ça n'existait pas. Oui. Et lorsqu'il a fallu remettre la fédération sur pied il y a quelques jours, il y a eu une mission de la FIFA-CAF pour s'entretenir avec le gouvernement. Oui. Tout comme il y a eu 2 missions ici, portée une par le ministre Joseph Ouna. Il y a une autre qui avait été portée par le ministre Sadi René, avec le ministre Adoungaroua, le ministre Grégoire Ouna. C'est Sadi qui était allé en Suisse. En Suisse, et on a désigné c'est pour démontrer la complicité. C'est pour démontrer, quels que soient les acteurs. Vous avez toujours parlé, non? Il est en train de démontrer la complicité. Il a toujours parlé, il continue. Puisque Maître me l'appelle, en réalité, par exemple, quand il y a des crises institutionnelles, il y a ce que l'on appelle les comités de normalisation. Oui. Les comités de normalisation ne sont mis en place que après consultation des acteurs du football local et du gouvernement de la République. Et on a vu, par exemple, à l'arrivée de M. Ouna, que c'est le gouvernement de la République qui l'avait proposé et bien d'autres présidents de comités de normalisation. Donc, ce que je voulais dire, ce n'est pas une relation d'ingérence, c'est une relation de coopération. C'est une relation de tutelle. D'ailleurs, M. le ministre des Sports a été interrogé par vos confrères de la CIA-TV à Actualité Hebdo. On lui demandait de se prononcer sur la question des élections qui ont cours. Il a dit qu'il observait en tant que tutelle. Et la tutelle, n'est-ce pas, veille à la régularité d'un certain nombre de choses parce que la FECAFOOT est une association de droit camerounais qui fonctionne d'abord selon les règles et les lois qui régissent le fonctionnement des associations au Cameroun. Aussi, voudrais-je vous rappeler qu'au Maroc, par exemple, et c'est partout dans le monde, M. Brice a pas tort, le Maroc, qui est l'une des meilleures fédérations aujourd'hui, l'une des meilleures fédérations Afrique, est dirigée par le ministre délégué au budget. Il s'appelle Fouzi Lekja. Avant, il a travaillé à la présidence de la République comme l'intendant. Vous comprenez un peu? Je voudrais vous rappeler la réalité des pays du monde arabe. C'est-à-dire que c'est le politique qui choisit, mais on va quand même faire l'élection. Et on choisit celui que le politique a choisi. Au Cameroun, je voudrais pas le dire, il y a des ministres de la République qui ont clairement affiché leur soutien, n'est-ce pas, à des candidats aux élections, aux élections fédérales. Il y a des ministres de la République qui ont appelé un certain nombre d'acteurs du football pour leur témoigner du soutien à tel ou tel autre candidat. Pour finir, je voudrais également vous rappeler, cher monsieur, que la fédération n'est pas gérée uniquement par des individus qui sortent de Mars. C'est des députés, c'est des sénateurs, c'est des membres du gouvernement. Il y a eu des membres du gouvernement dans cette affaire. Vous savez que le Sénafoc a eu pour vice-président M. le ministre Samba Salah. Vous savez que le ministre Bagabo n'a pas été très loin de ses affaires du football. Vous savez que le ministre Grégoire n'en est pas très loin de ses affaires du football. Vous savez que le sénateur X, le sénateur Y, d'ailleurs, on parle de M. Mbida, on parle de tel autre. Donc, il n'y a rien au Cameroun. Les politiques s'en mêlent véritablement. Et je vous dis, M. Dipita, qu'il n'y a aucun président, depuis que ça a été créé, à la Fédération camerounaise de football, qui n'aura pas reçu l'assentiment préalable du gouvernement de la République. Parce que je dois vous dire, et j'ai parlé des sélections nationales, peut-être certains n'ont pas compris. Aujourd'hui, la crise qu'il y a entre le gouvernement de la République, représenté par le ministre des Sports, et la Fédération, a abouti à 3 choses que je rappelle graves. Les sélections nationales, aujourd'hui, sont dirigées presque directement par la direction nationale, la direction du sport de haut niveau, notamment les voyages, l'intendant de sélection nationale, qui étaient préalablement gérés par les coordinations nationales. Parce que l'État se dit, c'est nous qui mettons de l'argent pour les fédérations. D'ailleurs, elles ne génèrent aucun fonds pour l'État du Cameroun. Donc on gère cela tant qu'on n'a pas quelqu'un, un exécutif fédéral qui soit crédible, qui soit à même de pouvoir soigner sa relation institutionnelle avec nous. Un mot de la fin, en une seconde. Je ne sais pas si jusqu'à présent la FECAFOOT a les pleins pouvoirs sur l'ensemble de ses comptes. Je vous sais très introduit, je referme très vite cette parenthèse. Dipita, je vais chuter par là et je souhaite que vous le reteniez également. On s'en reparlera dans 10 ans. Le Cameroun est une kakistocratie. C'est-à-dire une société qui produit les caca.
Vous pouvez prendre le dictionnaire. Non. Une société. Non. C'est mon point de vue. Ça veut dire que la société, nous sommes les produits de la société camerounaise. Nous sommes les produits de la société camerounaise. Ce mot n'est pas un néologisme. Vous pouvez prendre votre dictionnaire, maître, et vous le Ce n'est trouvez pas dedans. parce qu'il utilise dans le dictionnaire qu'on doit Et l'utiliser. je continue. Le terrorisme existe dans le Et je dictionnaire. continue, mais oui, il y a des études Voilà. sur le terrorisme. Pourquoi? C'est l'angle que l'auteur prend qui donne du contenu au mot terrorisme. Qu'est-ce que vous entendez par là? Terminé. Le Cameroun est une kakistocratie, un gouvernement de la méchanceté. Si ça vous énerve, parce que vous ne pouvez pas m'empêcher de le dire, ça vous regarde. Merci Aristide. Pourquoi je le dis? En un mot, vraiment. Quand vous regardez ce que le football, je ne parle pas du sport, En un mot, vraiment. a apporté comme valeur positive et comme gain politique à ce régime, Au moins, déjà. le Terminé. minimum. Les Camerounais, pas ce régime. Oh, Terminé, Aristide. Moi, ne me tous les prêtez pas, Camerounais, ne me prêtez pas votre bouche. Arrêtez, terminé, s'il vous plaît. Ce régime gagnerait à ce que ce bébé, comme vous voulez qu'on s'accorde forcément là, ce bébé national qui nous est tout cher, Fonctionne mieux. que Merci. cet enfant aille mieux. Maître, en un mot. Je reconfirme ce que j'ai dit. La FIFA nous indique, ou alors indique au gouvernement de la République, comment la fédération doit être gérée. Et le gouvernement de la République prend acte. Le gouvernement de la République n'est pas mêlé de ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Dixit, la FIFA elle-même, je rappelle encore une fois. Mais le rapport est horizontal ou bien il y a, Merci, il y a monsieur. verticalité. La entre FIFA n'a et l'État. aucun ordre à donner à l'État du Cameroun. Ce n'est pas La à FIFA l'État. indique à La Fédération et camerounaise de collabore football. avec le gouvernement de la La République. Fédération camerounaise de football est, si vous voulez, membre de la Bien FIFA. sûr. Et la Merci. FIFA dit, voilà comment ça se passe pour que ça, chez mon membre qui est la Fédération camerounaise de football et non l'État du Cameroun. Ne confondez pas les Thierry choses. Roland, nom Tom, Aristide Betoga, Maître Georges Teghem et puis Brice de la Cour, vous voulez dire un mot à la fin pour terminer? Juste une seconde. Justement, je voudrais tout simplement demander au gouvernement d'appliquer la loi. Merci. La loi dit que c'est l'Assemblée générale de 2009 qui Merci. choisit un exécutif. C'est ça. Merci. Merci à vous à la maison. Mardi prochain, vous aurez droit à une autre édition de Cartes sur table. Bonsoir.